Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Mons pour cette avant-dernière conférence du cycle nucléaire. Alors, ce soir, on va aborder un des sujets qui, selon moi, est l'un des plus rarement abordés dans ce genre d'exposé, ou du moins quand il est abordé, c'est toujours un petit peu à la va-vite. Donc, on a demandé à l'un des rares spécialistes en Belgique de prendre le temps de l'aborder, de vous l'expliquer, de nous l'expliquer. En fait, on va parler des effets des catastrophes nucléaires sur la santé humaine. Comme vous le savez, on entend tout et son contraire à ce sujet-là, donc c'est bien de faire le point là-dessus. Donc, 4e conférence du cycle. La dernière aura lieu la semaine prochaine. Alors, l'expert dont je vous parle depuis quelques instants, c'est Patrick Smesters, qui est en fait médecin de formation. Il est spécialiste de la médecine du travail. Et en fait, il est expert dans tout ce qui touche à la radioprotection. Il a travaillé notamment pour l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Il travaille pour de nombreux comités internationaux au niveau de la radioprotection, etc. Vous allez peut-être en détailler tout cela au cours de l'exposé. Donc, bienvenue à Mons. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous m'entendez. Le petit micro est placé comme il faut. Ça va? Bien. Donc, Francesco Lobu a déjà un petit peu présenté les choses. Comme vous le voyez sur la présentation, ici, ma petite carte de visite en miniature, outre mes fonctions en Belgique, j'ai eu l'occasion pendant toute ma vie professionnelle de représenter le pays ou de travailler comme expert dans toute une série de cénacles internationaux, notamment pour la Commission européenne et pour les Nations Unies, ainsi que pour l'OCDE, l'Agence de Vienne, selon les époques. Dans l'exposé que je vous donnerai aujourd'hui, voilà un peu le parcours qu'on va suivre. Je vais d'abord présenter les acteurs, parce que ce n'est pas sans importance de savoir qui parle, qui évalue les effets, et vous entendez souvent des choses contradictoires autour de vous. Je parlerai aussi de la première catastrophe nucléaire, qui n'était pas un accident nucléaire, qui était un bombardement, Hiroshima-Nagasaki, parce que c'est de là qu'on tient les premières sources fiables d'informations sur les effets des radiations. Je présenterai les effets à long terme des radiations ionisantes sur la santé et je montrerai qu'on a été de surprise en surprise. En réalité, on n'a pas vu tout de suite les effets, on les a vus par vagues. Et encore récemment, il y a eu des surprises. Tchernobyl n'a pas échappé à cette règle. Il y a eu de nouvelles surprises qui sont apparues, des leçons. Je parlerai des enjeux, des questions que pose le fonctionnement de l'expertise dans le domaine nucléaire et je terminerai quand même, last but not least, par poser la question, et Fukushima dans tout ça, voir un petit peu où on en est de ce côté-là. Alors les grands acteurs, les acteurs dominants, pratiquement c'est au niveau mondial que ça se passe. C'est complètement mondialisé, c'est complètement centralisé. Le premier grand acteur, c'est l'UNSCEAR. L'UNSCEAR, c'est le comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques. C'est un comité un peu comparable au GIEC pour le climat, mais en miniature, parce qu'il n'y a que 21 pays qui sont représentés jusqu'il y a peu, jusqu'à l'année passée en fait. Ils sont passés maintenant à 27 pays. Donc c'est un petit club assez fermé. Il n'y a qu'un représentant officiel par État membre accompagné de sa délégation. L'UNSCEAR est né à la suite de l'émoi causé par les essais des bombes atomiques en plein air par les différentes grandes puissances, américains, russes, etc. Et l'UNSCEAR est un groupe qui est quand même relativement politisé dans le sens où les grandes puissances nucléaires ont un grand pouvoir et un grand impact. C'est un groupe d'évaluation scientifique qui a pignon sur rue. Je citerai en deuxième lieu l'Académie des sciences des États-Unis. Le groupe BEIR, pour Biological Effect of Ionizing Radiation, les effets biologiques des radiations ionisantes. Si je cite une académie nationale, c'est parce que les rapports de cette Académie nationale des États-Unis sont de même qualité, de même volume aussi, volume papier et volume référentiel, que les rapports de l'UNSCEAR. Et comme ils ne sont pas toujours du même avis, c'est intéressant de voir un petit peu un autre son de cloche. Le troisième grand acteur mondial, c'est la Commission internationale de protection radiologique. J'aurais pu la mettre en premier. Si je l'ai mis en troisième, c'est parce que c'est un acteur qui à la fois fait des évaluations scientifiques et qui fait des recommandations. La caractéristique de la CIPR, c'est qu'ils sont suivis généralement quasi par le monde entier, donc ils ont un grand pouvoir. Ils sont réellement les leaders.
Le défaut de la CIPR, c'est que la main commission, la commission principale, celle qui prend la décision, eh bien c'est 14 personnes. Il y a 14 membres qui décident pratiquement, souverainement, pour le monde entier de l'évaluation des effets et des normes de radioprotection qui s'en suivent. Alors comme toujours, c'est comme pour la Cour suprême des États-Unis, il y a des combats pour essayer de placer ces hommes à la CIPR, et la CIPR en fait agit par un système très particulier. Ils se choisissent eux-mêmes, ils changent régulièrement de composition, mais ils choisissent eux-mêmes leurs remplaçants. Alors selon les époques, c'est parfois très protecteur. Moi, j'appelle ça la période nordique, quand c'était les Suédois qui étaient un petit peu à la tête. Et puis, il y a eu des périodes plus anglo-saxonnes, comme je dis, donc plus utilitarianistes, un petit peu moins éthiques, plus portées sur l'économie. Et donc, il y a eu des variations dans les prises de position de la CIPR. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut être conscient quand on voit les prises de position sur les effets des radiations. Au niveau mondial, je citerai simplement pour mémoire l'Agence internationale de l'énergie atomique, parce qu'elle ne fait pas d'évaluation des effets des radiations, elle fait des recommandations simples, des recommandations, oui, mais aussi des régulations, des règlements et des documents techniques et des choses comme ça. Mais ce n'est pas elle qui fait l'évaluation des effets des radiations. Et les normes internationales de radioprotection, qui sont produites par l'Agence de Vienne, par l'IAEA, elles sont produites conjointement, en co-sponsoring, si vous voulez, par une série d'autres organisations internationales. L'Organisation internationale du travail, l'Agence pour l'énergie nucléaire, la FAO, la Pan American Health Organization et, last but not least, l'OMS. Donc, l'OMS, dont la présence peut être rassurante ici dans les co-sponsors, mais il faut savoir qu'il y a un pacte de non-agression entre l'Agence de Vienne, l'IAEA et l'OMS qui dit que tout ce qui concerne le nucléaire, c'est l'IAEA qui s'en occupe et que les deux organisations ne vont pas se marcher sur les pieds l'une de l'autre, ne vont pas se contredire l'une l'autre. Alors d'un côté, on a l'IAEA avec des centaines de personnes qui participent et de l'autre côté, l'OMS qui, dans ce domaine-là, compte seulement quelques individus. Donc il ne s'occupe pas véritablement de nucléaire, même s'il co-sponsorise les normes internationales. Et au niveau de l'Union européenne, quand même, on a également notre niveau européen. Il y a un groupe qui fait de l'évaluation scientifique et des normes de protection. C'est le groupe qu'on appelle les experts de l'article 31 du traité Euratom. C'est un nom pas très agréable à porter parce que c'est pas très sexy comme nom. Hein. L'article 31, on dit souvent en jargon, chaque pays d'Europe, les 27 États membres de l'Union européenne, a droit à 1, 2 ou 3 experts selon l'ampleur du pays. La Belgique a droit à 2 experts. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler comme expert Belgique depuis plus de 20 ans maintenant. C'est donc ce groupe-là qui pratiquement est à la base de la réglementation en radioprotection pour l'Europe. C'est un groupe d'experts indépendants qui conseillent la Commission européenne. Ils sont indépendants, c'est important. Ils ne sont pas nommés par les États membres. En fait, ils sont suggérés par les États membres, puis pour être tout à fait honnête. Mais officiellement, ils ne sont pas nommés par les États membres et surtout, ils ne doivent pas rendre compte à leur État. Donc tout est tenu relativement secret. Il n'y a pas de rapport que les experts doivent rendre aux autorités belges, par exemple, pour leur garder leur liberté de jugement et leur liberté d'avis vis-à-vis de la Commission européenne. Alors, il y a une douzaine d'années, dans le sein de ce groupe d'experts, article 31, a été créé un sous-groupe qui s'appelle Research Implications on the Health and Safety Standards, donc les implications de la recherche sur les normes de sécurité. Et ce groupe avait pour mission, suite à toutes les controverses concernant les effets de la radioactivité et des radiations en général, de mettre sur pied, d'identifier les problèmes tout d'abord, de mettre sur pied des séminaires scientifiques sur le type conférence de consensus dans lequel on inviterait les meilleurs experts européens dans un sujet donné et chacun des 27 États membres, les experts des 27 États membres, pouvait venir à la réunion avec les experts de son choix dans le domaine étudié. Par exemple, si c'est le tritium, eh bien, on amenait les experts en tritium avec soi. Et donc, cet ensemble d'experts, à la fois des experts généralistes de l'article 31 et des experts spécialisés dans un domaine précis, c'est... Oui, ok, je vous laisse faire. Cet ensemble d'experts, donc, entend l'état de la science,
en discutent avec les pairs, peer review, pour voir si tout le monde est bien d'accord sur l'état de la science, et puis ils discutent sur les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait maintenant au point de vue normes? Est-ce qu'on change les normes? Est-ce qu'on durcit les normes? Ou est-ce qu'on demande d'autres recherches, par exemple, à l'Europe? Et ça fonctionne ainsi depuis une douzaine d'années. C'est un pont entre chercheurs et régulateurs, et par rapport à tout cet ensemble mondial que je vous ai présenté avant, il faut savoir que dans les 10 dernières années, tous les grands changements dans le sens de plus de protection sont venus de là. C'est ce groupe qui a mis en évidence des nouveaux problèmes et qui a contaminé, je vais dire, le reste du monde, en sorte qu'à retardement, l'UNSCER et l'ICPR et l'IAEA ont également changé leurs normes. Alors les actes de ces séminaires sont disponibles sur le site web de la Commission européenne à l'adresse un petit peu compliquée qui vous est notée là, mais enfin on les trouve avec un petit peu d'habitude de googliser, on les trouve assez facilement. Et c'est la collection dans les publications, donc c'est la collection Radiation Protection, dans laquelle on trouve toutes les publications, les textes et les discussions aussi intéressantes de ces séminaires. Ainsi, il y a eu, pas plus tard qu'en novembre 2011, à la demande de la Commission européenne, les experts 31 ont donc revu les effets de Tchernobyl sur la santé et ils ont à l'unanimité adopté un rapport qui est le Radiation Protection 170, qui est donc disponible gratuitement. On peut le télécharger facilement sur le site de la Commission européenne et ça vous donne vraiment un rapport up-to-date sur ce qu'on sait aujourd'hui sur les effets sur la santé de l'accident de Tchernobyl. Et il faut savoir que là encore, ce rapport est un peu... Il est meilleur, disons-le tout crûment, il est meilleur que les rapports des grands groupes internationaux qui ont été fort critiqués dans la presse et dans les médias. Et ce rapport-ci, pour ceux qui prendront la peine de le lire, parce que c'est assez lisible, est quand même beaucoup plus détaillé, beaucoup plus critique, beaucoup plus nuancé. Les effets des radiations sur la santé, d'un coup d'œil, pour ceux qui n'auraient qui n'en sauraient rien au départ, on admet dans le paradigme classique, dans la vue classique, qu'il y a des effets à seuil et des effets sans seuil, que dans les effets à seuil, c'est-à-dire qui demandent une certaine dose avant de se manifester, il y en a qui sont aigus, exemple les pompiers de Tchernobyl qui ont eu des maladies des rayons, qui ont perdu leurs cheveux, etc. Bon, ça c'est des effets aigus qui présentent évidemment un seuil, qui ne se présentent pas pour une petite dose. Il y a des effets à seuil chroniques, qui demandent aussi une certaine dose de radiation, mais qui n'apparaîtront pas tout de suite. Et l'exemple classique, c'est les radiologues qui travaillent avec les mains sous le faisceau de rayons X pendant toute leur vie et qui accumulent des doses sur leur peau, sur leurs mains, et qui se retrouvent à la fin de leur vie avec des lésions chroniques, de la radiodermite chronique au niveau des mains, radiodermite chronique qui peut se cancériser dans la suite. Donc voilà, ce sont des effets à seuil chronique. Alors à côté de ça, il y a les effets sans seuil, qui sont liés à l'induction de mutations dans les cellules, et il suffit de pas grand-chose comme dose pour faire une mutation. Et ces effets se manifestent donc à long terme, ce sont les cancers et les effets héréditaires, dans le sens des effets qui sont produits non pas sur la personne irradiée, mais sur sa descendance, et l'irradiation des testicules et des ovaires, qui fait que c'est à la génération suivante ou dans les générations suivantes que l'effet va se manifester. Alors on sait depuis longtemps que les embryons et les fœtus sont très radiosensibles, qu'il faut faire très attention avec l'irradiation des femmes enceintes. Et enfin, nous verrons dans la suite qu'il y a un certain nombre d'effets inattendus qui sont apparus tout récemment, qui ont été dépistés tout récemment. Et les Anglais les baptisent les non-cancer effects, ce qui veut tout dire, hein, parce qu'au fond ça ne veut rien dire. Les effets non cancéreux, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Mais on était tellement persuadés dans le monde de la radioprotection qu'il fallait surtout craindre les cancers et qu'à côté de ça il n'y avait rien, qu'on a baptisé ces nouvelles découvertes, ces nouveaux effets des non-cancer effects. Commençons donc par le cancer, et là, c'est pratiquement la principale leçon de Hiroshima, c'est que dans les populations irradiées apparaissaient des cancers radio-induits dans la suite. Il y a d'abord une vague de leucémie qui est apparue très vite, on l'avait connue aussi avec les radiologues du début de siècle. Ça s'est manifesté surtout chez les jeunes enfants qui avaient été irradiés par la bombe atomique. Et ça s'est manifesté relativement vite, on en a vu vite beaucoup, et puis quand les années passaient, on en a vu apparaître de moins en moins, l'incidence a diminué jusqu'à disparaître complètement, et on était relativement confiant pendant un certain temps, on disait ben voilà, il y a une vague de leucémie, oui, mais après,
Ça disparaît, c'est fini. Et puis on a vu apparaître d'autres cancers qui étaient des cancers solides, pas des cancers du sang, mais des cancers solides, des cancers du sein, des cancers du poumon et toutes sortes de choses comme ça, des cancers de la thyroïde, qui sont des cancers solides et qui sont apparus de plus en plus. Et plus les années passaient, plus il y en avait. Et quand on regardait comment évoluait ce taux de cancer radio-induit dans les tumeurs solides, on se rendait compte, en réalité, que l'excès de risque par rapport au groupe contrôle, à la population témoin, était de type relatif et pas de type absolu. Ça veut dire quoi, mathématiquement parlant? Au lieu d'en avoir, mettons, 3 de plus que ce qu'on attendait chaque année, on avait 3% de plus que ce qu'on attendait chaque année. Mais comme plus une population vieillit, plus il y a des cancers qui apparaissent, plus la population d'Hiroshima, Nagasaki, qui a été bombardée, vieillissait, à cause de cet excès relatif, plus apparaissaient des cancers dans cette population. Il en est arrivé à un moment donné tellement qu'on a dû complètement revoir les limites de dose. On a dû diviser presque par 5 les limites de dose aux travailleurs exposés, à la population, parce qu'effectivement, on s'était basé sur des mauvaises données au départ pour fixer ces limites. Alors, ça c'est le fait que des cancers apparaissent. Maintenant, comment cet excès de cancer est-il mis en relation avec la dose? Eh bien, vous avez ici le schéma classique. Vous avez en ordonnée l'excès de risque relatif, donc l'excès de cancer. Et là, vous avez la dose reçue. Donc ici, il y a Hiroshima, Nagasaki, chez les survivants. Et vous voyez que la probabilité, le pourcentage, donc la probabilité de cancer augmente en fonction de la dose. Ce sont tous des cancers aussi graves les uns que les autres, aussi bien ceux qui apparaissent à faible dose qu'à forte dose, mais simplement il n'y en a pas beaucoup à faible dose et il y en a beaucoup à forte dose. C'est la probabilité qui augmente, plus il y a des mutations, plus il y a des chances que cette population fasse des cancers. Et généralement, c'est quand on fait des courbes ainsi dose-effet de probabilité, la plupart du temps, suivez le petit point rouge, on voit à peu près ceci. En petite dose, il n'y a pas grand-chose, et puis ça commence à monter de plus en plus. C'est ce qu'on appelle les courbes linéaires quadratiques, parce qu'elles sont linéaires au début, et puis elles deviennent de plus en plus concaves. C'est ce qu'on observe généralement. Mais Hiroshima, Nagasaki, il n'y a pas beaucoup de facteurs quadratiques, c'est pratiquement linéaire. Et là, ça nous amène à une querelle au drôle de nom, la querelle du DREF, ce qui n'est pas une poudre à lessiver. Le DREF, c'est le Dose and Dose Rate Effectiveness Factor. C'est donc le facteur de réduction du risque lorsqu'on passe des fortes doses aux faibles doses. Dans les études animales, je vous ai dit, souvent on a des réductions importantes de risque quand on va vers les faibles doses. Si on regarde rien que les études humaines, on a aussi une réduction, mais en général, cette réduction est limitée à un facteur 3 ou 4. Et si on regarde les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, il n'y a pas de réduction, puis c'est une droite. Alors on dit que le DREF est de 1, il n'y a pas de réduction de risque aux faibles doses. Il faut savoir, c'est la ligne du bas en vert, que toute la radioprotection, encore aujourd'hui, est basée sur un DREF de 2. C'est-à-dire qu'on suppose que c'est 2 fois moins dangereux à faible dose qu'à forte dose. Et donc on a divisé par 2 le risque observé à Hiroshima, pour estimer le risque supposé exister dans la population, dans les travailleurs à faible dose. On a fait une division par 2 du risque. Et donc, une augmentation par 2 des limites de dose. Ça va de pair. Puisque le risque est plus petit, on peut se permettre des limites plus élevées. Or, il se fait que ces dernières années, nouvelle mauvaise surprise, l'Académie des sciences des États-Unis et les experts Euratom, tous les deux sont arrivés à la conclusion, d'après les nouvelles données actuelles, et le recul qui devient de plus en plus grand sur les différentes études, il n'y a pas que Hiroshima, il y a d'autres études, pratiquement on estime que dans le cas de l'homme et des cancers radio-induits, cette réduction n'est que de 1,5, n'est pas de 2. Alors ça a l'air d'être rien du tout, 1,5 ou 2, mais ça veut dire que le risque est quand même 50% plus important que ce qu'on croyait dans le domaine des faibles doses. Et en termes de risque population et de limites, ça n'est pas sans intérêt. D'une façon plus générale encore, il y a, vous le savez, des incertitudes. Plus on descend dans les doses, plus il y a des incertitudes. Et ces incertitudes, elles sont essentiellement statistiques, dans le sens où, pour voir l'effet, comme on a vu Hiroshima et Nagasaki, d'une irradiation en fonction, le degré de cancer en fonction de la dose reçue,
On compare avec une population témoin. Alors si les doses ont été fortes, il y a beaucoup de cancers radio-induits par rapport à la population témoin, donc on voit bien quelque chose qui se détache. Plus le delta, plus l'augmentation de dose est réduite par rapport au groupe témoin, plus le nombre de cancers radio-induits est petit, plus ça devient difficile de le distinguer des autres types de cancers, parce qu'il n'y a pas que les radiations qui causent le cancer, il y a des tas de produits chimiques, des mutagènes et tout, l'alimentation, l'alcool, le tabac, ça cause aussi le cancer. Donc, pour voir se détacher l'effet des rayonnements, il faut une certaine dose. Quand on va trop bas, on ne le voit plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais on ne le voit pas. On ne sait pas le voir. C'est comme si on lance un caillou dans la mer, où là, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez lancer un caillou dans un étang, vous voyez des ronds. Lancer le même caillou dans la mer, il y a des grosses vagues. Là, vous ne voyez plus rien. Donc, c'est une question de détectabilité. Donc, il arrive un moment où on ne sait plus les détecter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Donc il y a des incertitudes qui persistent. Il y a encore d'ailleurs un programme européen qui est relancé actuellement pour 20 ans, le programme DOREMI. Et bon, ce sont toutes des choses qui sont donc encore à l'étude. Mais il faut réaliser de quoi est-ce qu'on parle. Quand on parle de faibles doses, c'est vraiment des faibles doses dont on parle. Ce n'est pas les doses qu'on reçoit après un accident nucléaire. Ce n'est pas les doses qu'on reçoit en médecine, dans certaines irradiations médicales. Il y a des patients qui sont brûlés tellement les doses sont fortes, donc ce n'est pas des faibles doses en médecine non plus. Donc, quand on parle de faibles doses, c'est vraiment des très faibles doses. Par ailleurs, il faut savoir que dans les différentes études, on a un moment où, comme je vous l'ai dit, où le risque est détectable, où il devient significatif. On entend souvent dire qu'en dessous de 100 millisieverts, les risques ne sont pas détectables et pas significatifs, et donc il y a des doutes. C'est vrai pour un certain nombre d'études concernant essentiellement des adultes. Plus on regarde des études concernant des enfants, plus ce seuil, donc ce premier point statistiquement significatif pour lequel on est sûr qu'il y a une augmentation, plus ce point descend, et c'est normal puisque le background est plus faible chez les enfants. Et ainsi, le premier point significatif pour le cancer de la thyroïde radio-induit chez les enfants, c'est 50 millisieverts. Et le premier point significatif pour les irradiations, donc les leucémies radio-induites par irradiation de fœtus, il est à 10 millisieverts. Donc, l'idée de ce chiffre de 100, chiffre magique un petit peu de 100 millisieverts, il faut le relativiser, il ne tient pas la route si on tient compte de l'âge. Par ailleurs, pour un médecin, pour un biologiste, la notion de seuil en dessous duquel il n'y aurait pas de risque du tout est relativement biologiquement improbable. Pour une raison particulière, c'est que d'abord, il y a des individus qui ont des susceptibilités génétiques au cancer, c'est bien connu en médecine, pour toutes sortes de cancers. Et parmi ces individus, une des causes, c'est la mauvaise réparation des dégâts à l'ADN. Donc il y a des mauvais réparateurs de dégâts à l'ADN qui sont naturellement moins favorisés que d'autres pour se défendre contre les cancers radio-induits. Alors il y a un autre mécanisme qui, lui, affecte tout le monde. C'est ce qu'on appelle la perte d'hétérozygotie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai d'expliquer ça simplement. Je commençais par dire que vous savez probablement que nous sommes tous des tarés, parce que nous portons tous des mutations, des tares, mais elles ne s'expriment pas. Mais si vous vous mariez avec votre fille ou que les frères et sœurs se marient ensemble et qu'on commence à se marier dans la même famille, on verra ces tares ressortir. Autrement dit, ce sont des tares récessives qui ne ressortent que quand elles sont présentes en 2 exemplaires. Maintenant, nous sommes donc tous porteurs d'un certain nombre de tares de ce type-là. Et quand une radiation ionisante vient casser un chromosome, supposons que ce soit le chromosome qu'on a reçu de papa qui est cassé, eh bien, l'organisme, c'est un mécanisme de défense normal de l'organisme, va chercher le chromosome reçu, ce qu'on appelle le chromosome homologue, celui qui est reçu de maman, et le prend comme modèle pour réparer le chromosome cassé de papa. Si le chromosome cassé de papa était bon et que le chromosome de maman, lui, portait une tare, on va recopier la tare, on l'aura 2 fois. Pas au niveau du corps entier, évidemment, mais au niveau de la cellule, on aura 2 fois la tare. Si le chromosome cassé est un gène dit suppresseur de tumeur qui nous défend contre les tumeurs, et que maman, elle n'avait pas le gène suppresseur de tumeur, elle, parce qu'il était, le bon chromosome portait bien le gène suppresseur, et celui de maman, lui, il ne fonctionnait pas bien. On va avoir dans la même cellule
2 pertes de gènes suppresseurs de tumeur. La cellule ne sera plus capable de se défendre contre l'induction d'une tumeur, et donc d'autres mutations dans la suite vont favoriser sa cancérisation. Donc sur un plan biologique, c'est assez improbable, à cause de ces mécanismes de réparation naturels, qu'il y ait un seuil. Alors, qu'en pensent les grands organismes internationaux, malgré tout ce qu'on entend et malgré tous les débats? Eh bien, les 3 grands dont je parlais au début, l'UNSCARE, donc Nations Unies, rapport 2000, sur la base des données actuelles, il n'y a pas de seuil, dit l'UNSCARE, et la relation linéaire ou linéaire quadratique, comme on a vu sur la courbe tout à l'heure, is the most scientifically defensible approximation. C'est l'approximation la plus défendable sur le plan scientifique. Ce n'est pas la certitude absolue, ok, mais c'est scientifiquement ce qui est le plus défendable. Ça, c'est l'avis de l'UNSCARE. La CIPR, dans sa dernière publication toute récente, et l'Académie des sciences des États-Unis, ne dit pas autre chose et conclut que la plus petite dose a le potentiel de causer une petite augmentation du risque de cancer chez l'humain. Donc, pratiquement, le seuil, dans les grands organismes internationaux, il y a consensus pour dire qu'il n'y a vraisemblablement pas de seuil pour les faibles doses, pour l'effet des faibles doses. Alors on entend souvent dire, oui, mais la nature, ça c'est pas dangereux quand même, et d'ailleurs il y a des régions où il y a un petit peu plus de radioactivité naturelle et un petit peu moins, il n'y a pas de différence. En réalité, ce sont des études dites géographiques qui sont très trompeuses, parce qu'on a là un cancérigène faible qui est la radiation ionisante, en tout cas dans les faibles doses naturelles, et il y a toute une série d'autres cancérigènes qui ne sont pas contrôlés, et qui peuvent être beaucoup plus forts que les radiations ionisantes. Et donc, les études dites géographiques sont considérées comme sans valeur par pratiquement tous les bons épidémiologistes. Et je donne un simple exemple, qui est l'exemple du radon, qui est très démonstratif. Le radon, vous savez, c'est un gaz radioactif qu'on a dans les sous-sols, et qu'on en a beaucoup en Wallonie d'ailleurs, et des concentrations de 200-300 becquerels mètre cube dans les maisons, c'est assez fréquent en Wallonie. Eh bien, il y a quelques années, il y avait toute une controverse. Est-ce que le radon est dangereux? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Est-ce qu'il donne le cancer du poumon, oui ou non? On sait qu'il le donne dans les mines, mais alors les mines, c'est des grosses concentrations et tout ça. Mais dans les maisons, avec des petites concentrations, qu'est-ce que ça donne? Et il y avait un Américain qui s'appelait Cohen, qui faisait le tour du monde et qui prétendait, sur la base d'épidémiologie de type irradiation naturelle, que le radon non seulement n'était pas dangereux, mais était même bon. Le fameux hormésis, qu'il stimulait la réaction des individus et qu'ils étaient en meilleure santé. Et il montrait, regardez, dans les régions des États-Unis où il y a beaucoup de radon, il y a moins de cancer du poumon, CQFD. Et il a séduit beaucoup de monde avec sa théorie. Alors il y a eu 2 grandes études, une étude européenne combinée, c'est la Joint European Analysis publiée par Darby en 2005, et la même étude a été faite aux États-Unis, publiée par Krewski en 2006, qui sont de la bonne épidémiologie cette fois-ci, où ils ont pris des études cas témoins, ils ont pris un très grand nombre de cas, 7004 cancers de poumon, 14 000 contrôles, appariés aux témoins aussi précisément que possible, et ils ont montré qu'il y avait une relation linéaire nette entre le radon dans les maisons et le risque de cancer du poumon, et que cette relation était significative, même si on la limitait à une exposition inférieure à 200 becquerels mètre cube. 200 becquerels mètre cube, c'est un grand nombre des maisons du sud du pays. Donc le radon est un cancérogène naturel qui agit à très faible dose. Naturellement, le risque est d'autant plus faible que la dose est faible, comme c'est toujours la même chose. Et c'est également le cas chez les non-fumeurs, et c'est sur base de ces grandes études qu'au niveau mondial, européen, mais aussi IAIA, dans les prochaines normes qui sont actuellement en préparation, on va renforcer considérablement la lutte contre le radon dans les habitations. Après le cancer, les effets héréditaires, les effets dans la descendance, effets héréditaires actuellement quelque peu négligés, mais qui pourraient... Ça va, mais qui pourrait entraîner un certain nombre de surprises dans le futur. L'optimisme actuel est lié au suivi des descendants de Hiroshima-Nagasaki, dans lesquels, à une ou 2 générations maintenant, on ne voit pas clairement des effets héréditaires se manifester, et bien, tant mieux. Et suite à cela, l'ICRP a diminué d'un facteur 5 son estimation de risque génétique associé aux doses, aux gonades, c'est-à-dire aux testicules et aux ovaires. Attention, pourquoi a-t-elle
diminuer d'un facteur 5 son estimation du risque, on pourrait croire parce que le risque est plus petit. Non, en réalité, ils ont simplement dit, comme il y a des incertitudes sur les effets héréditaires à long terme, qu'on n'a pas le recul suffisant, eh bien, on va se contenter de calculer le risque sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire les 2 premières générations. Et ils ont donc calculé le risque sur 2 générations, alors que le risque héréditaire continue jusqu'à ce qu'on appelle l'équilibre entre les nouvelles mutations et les disparitions et les sélections de mutations. Ça prend de nombreuses générations avant d'arriver à l'équilibre. Ils ont coupé à 2 générations. Et c'est pour ça que l'estimation de risque a diminué. Par ailleurs, il y a toute une série d'études actuelles qui montrent que on a peut-être négligé un certain nombre de choses. Il y a des études notamment sur les animaux dans la région de Tchernobyl qui montrent des choses bizarres, notamment ce qu'on appelle l'instabilité génomique transgénérationnelle, c'est-à-dire que le génome devient instable, il se met à muter tout seul, sans irradiation et sans cause particulière, il se met à muter tout seul. Et cette instabilité du génome, qui peut être à l'origine de mutations cancérogènes dans la suite, cette instabilité du génome, elle est transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'elle se transmet de génération en génération, sur plusieurs générations. Et ça a été montré très clairement chez l'animal. Ça n'a pas encore été montré chez l'homme. J'espère que ce n'est pas le cas chez l'homme. Enfin, le doute existe toujours. Ça a été démontré chez l'animal pour le moment. Par ailleurs, on a des effets héréditaires qui ont été observés chez les enfants de Techa River, chez les enfants de Tchernobyl, dans les zones rurales, pratiquement dans des situations de contamination interne, d'exposition interne, pas des situations comparables à la bombe atomique, contamination flash externe, mais dans des cas de contamination chronique interne, on a donc des effets sur les mini-satellites qui sont mutés donc chez les enfants, des parents exposés. Donc ça a été montré. Quelle est la conséquence de ces mutations de mini-satellites? En fait, on ne sait pas encore très bien. Il y a toute une série de gènes dans le corps humain dont on ne connaît pas très bien la fonction. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des associations, ça ne veut pas dire des causalités, il y a des associations entre ces gènes-là, ces mini-satellites, et des séries de pathologies, donc notamment neurologiques. La conclusion devrait être quand même à ce stade-ci qu'on doit appliquer le principe de précaution et ne pas trop vite considérer que les effets héréditaires, il n'y en a pas. On n'en a pas encore vu à Hiroshima, ça c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait tranquille dans toutes les circonstances. Ceci pour vous montrer par ailleurs, quand on compare les données de l'UNSCARE 2001 avec les données de l'UNSCARE 1993, sur le risque des 2 premières générations. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça vous donne le nombre de cas par gré, par million de descendants dans les générations en question. Et vous voyez en rouge, à l'avant-dernière ligne, le total, exprimé en pourcent par Sievert. Vous voyez qu'avant, en 1993, le total faisait 0,46% par Sievert. Et dans l'UNSCARE 2001, le total fait 0,7 à 2001% par Sievert. Je n'ai pas le temps d'expliquer la signification fine de ces chiffres. Je vais simplement montrer par là que le risque sur 2 générations, en fait, il a augmenté. Donc même si le risque génétique global, on dit, il a diminué d'un facteur 5, non. Le risque si on compare le comparable, les 2 premières générations, le risque a augmenté, mais ce qui a simplement, on ne regarde plus au-delà de la 2e génération. Donc on a l'impression qu'il a diminué. On va parler à présent de l'irradiation des femmes enceintes. Ce n'est pas tellement les femmes enceintes que l'on craint d'irradier, en réalité, c'est celui qui court les risques, c'est l'embryon, c'est le fœtus, c'est lui qui court en réalité le plus grand risque. Et on considérait jusqu'il y a peu que la période dite de préimplantation, c'est-à-dire les premiers jours après la fécondation, avant la nidation dans la matrice, que cette période était sans danger parce que, disait-on, c'était le tout ou rien, soit le fœtus, l'embryon, à ce moment-là on parle d'embryon, soit l'embryon allait survivre normalement, soit il allait mourir. Et ça, cette théorie était basée sur le fait que les cellules étaient pluripotentielles et pouvaient donc donner un petit peu n'importe quoi. Et là aussi, il y a malheureusement de nouvelles données, de nouvelles surprises, et des nouvelles données qui viennent d'études animales. Il est évident qu'on ne peut pas s'amuser, entre guillemets, à faire des études sur des êtres humains. Ce serait tout à fait amoral, immoral. Donc on travaille sur des animaux, bien évidemment, et on a vu qu'on pouvait induire des malformations congénitales
chez l'animal dans les premiers jours de la grossesse, donc avant le retard de règles, avant même le retard de règles, à une période qui était considérée comme safe, comme sûre. Il faut dire que la mortalité reste quand même le risque majeur à ce moment-là, donc il y a surtout une mortalité embryonnaire, mais ils ne meurent pas tous et certains survivent avec des malformations congénitales. Ça a été observé pas seulement pour les radiations ionisantes d'ailleurs, mais pour toute une série de produits chimiques aussi. Et tout ça a été publié et tout ça a été étudié en grand détail au SCK à Mol par l'équipe de Paul Jacquet qui a fait de nombreuses publications sur le sujet. C'est une des équipes mondiales les plus en pointe dans ce domaine-là. En plus, il y a un rôle de susceptibilité génétique mis en évidence aussi par Jacquet et par les Japonais, en sorte que, comme pour le cancer, il y a des susceptibilités génétiques au cancer, certains sujets, les femmes par exemple porteurs du gène BRCA1 sont plus susceptibles que les autres, eh bien, un peu les mêmes gènes qui donnent une susceptibilité au cancer donnent aussi une susceptibilité aux malformations congénitales radioinduites. Et comment le sait-on? Eh bien, parce qu'on a créé des modèles animaux, des espèces d'OGM animaux, qu'on appelle les souris KO, les knockout mice, dans lesquels on chipote le génome de certaines races de souris pour mettre KO certains gènes, de façon à mimer des susceptibilités génétiques qui existent chez l'homme. Et puis on les irradie, bien entendu, et on regarde ce que ça donne. Donc ça, c'est le modus opératoire. Et ça montre que donc, des souris qui présentent ces susceptibilités génétiques au cancer présentent aussi une susceptibilité génétique aux malformations congénitales. La question du seuil est très discutée. Bon, d'abord, c'est chez l'animal pour commencer. Et puis, il semble que plus on s'oriente vers le tout début, carrément le premier jour, le lendemain de la fécondation, on est pratiquement à un unicellulaire. À ce moment-là, c'est un œuf, la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Eh bien, les études animales laissent supposer qu'il n'y a pratiquement pas de seuil à ce moment-là, que même une toute petite dose est susceptible de causer une mutation. Il ne faut pas grand-chose pour faire une mutation. Et si cette mutation n'est pas mortelle, elle peut donner lieu à une malformation congénitale. Voilà. Et le mécanisme, eh bien, c'est la persistance de dommages de l'ADN qui forment un clone de cellules qui portent toutes le même dommage à l'ADN. On les appelle en anglais les teratogenically damaged cells. À côté de ça, il y a de ces nouvelles études du SCK et du Japon, il y a encore plein d'inconnus. Notamment, il y a un gros manque de données sur les effets des contaminations. On a peu de données pas tellement, mais sur les effets d'irradiation externe. Mais des contaminations internes sur des grandes populations, on n'a pas beaucoup de données, particulièrement en chronique. Et certaines études, dont nous reparlerons un petit peu plus tard dans l'exposé, sont un peu inquiétantes. Alors, par ailleurs, il y a tout le danger de l'irradiation du cerveau en formation chez le fœtus, mais aussi chez le petit bébé, qui a été bien démontré chez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, qui a été démontré en médecine aussi, dans des études médicales. Donc un retard mental qui s'ensuit plus tard dans la vie. Donc il y a du retard mental plus ou moins important. Parfois, c'est des légers troubles cognitifs qui sont liés à une irradiation du cerveau au mauvais moment, au moment où le cerveau se forme, au moment où les cellules sont en mitose, en division, et où elles se positionnent dans les différentes places du cerveau où elles devront occuper leur place définitive. Donc il y a des phénomènes de migration qui sont en cause aussi. Il y a des fenêtres de sensibilité qui sont mal connues. Chez l'animal, on peut voir qu'au jour 10, il y a des gros dégâts, et au jour 11, il n'y a pas de dégâts du tout. Donc il y a vraiment des petites fenêtres très étroites de radiosensibilité. Il y a des nouveaux mécanismes insuffisamment explorés, donc notamment la perturbation dans l'expression des gènes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il ne suffit pas, on peut bien sûr muter des gènes, il y aura des dégâts, mais il suffit d'empêcher le gène de s'exprimer, même s'il n'est pas muté. Et si le gène ne s'exprime pas, il ne fabriquera pas les protéines qu'il doit fabriquer, et ça peut avoir des conséquences pour la santé, et ça a été montré aussi, des perturbations de l'expression des gènes avec les conséquences. Tout ça pour dire qu'il y a un enjeu évidemment très important, les gens sont très sensibles à ce problème-là, et il y a beaucoup trop peu de recherche. Et Jacquet est peut-être un des leaders mondiaux, mais il est plus ou moins tout seul aussi. Il y a quelques Japonais qui travaillent là-dessus, 1 ou 2 Allemands, et c'est tout. Donc il n'y a pas assez de recherche par rapport à la quantité d'inconnus. Donc grande attention aux expositions médicales et grande attention aux suites d'accidents nucléaires. J'ai parlé d'études inquiétantes ou d'absence de données sur les contaminations internes. Je donne un seul exemple qui est très très parlant. Des études qui ont été faites en Allemagne.
À propos du tritium, le tritium, c'est un radiotoxique léger, généralement considéré comme léger. Il est rejeté en grande quantité par les centrales nucléaires en situation normale. Et bon, on l'accepte comme ça. Et il est considéré comme pas très dangereux. Quand on calcule les doses provoquées par le tritium, les doses sont généralement très très faibles et ne devraient pas avoir de conséquences. Alors les Allemands ont pris un modèle expérimental dans lequel ils ont pris des jeunes embryons, d'animaux bien entendu, et ils les ont exposés à de l'eau triciée, d'une part, et à de l'arginine triciée, d'autre part. L'arginine est un acide aminé, donc c'est un constituant des protéines qu'on a dans l'alimentation. Normalement, en termes de dose, l'arginine triciée donne 4 fois plus de dose que l'eau triciée. Donc, c'est 4 fois plus dangereux, mais 4 fois presque zéro, ça fait toujours presque zéro en termes de danger. Maintenant, quand on compare les effets sur l'embryon, le jeune embryon de l'eau triciée versus arginine triciée, ce n'est pas un facteur 4 de différence qu'on voit dans les effets, c'est un facteur 40 000. L'arginine triciée est 40 000 fois plus efficace pour provoquer des dégâts que l'eau triciée. Donc ça pose le problème de la façon dont on calcule les doses traditionnelles. Est-ce que cette façon traditionnelle de calculer les doses rend bien compte de toutes les situations spécifiques en termes de contamination interne, et particulièrement de contamination interne lorsqu'il s'agit d'embryons en développement? Ça, c'est une petite fleur à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire qui, suite à toutes ces recherches, notamment de Jacquet, a lancé une grosse campagne dans les hôpitaux il y a quelques années pour dire faites attention, faites gaffe avec les femmes enceintes. Il y a vraiment un danger dès le début de la grossesse. C'est en néerlandais, excusez-moi, j'ai pris le mauvais slide. En traduction, c'est vous êtes juste enceinte, évitez les rayons. Net zwanger, ça veut dire tout juste enceinte. On passe alors au non-cancer effect, si vous voulez. Donc, ce sont ces effets qui ont été découverts tout récemment. Pas tout à fait découverts, c'est pas tout à fait vrai. On sait depuis longtemps que l'irradiation à forte dose peut provoquer des cataractes. Et on sait depuis longtemps en radiothérapie que l'irradiation à forte dose peut provoquer des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. Mais à très forte dose, à des doses de plusieurs grés, à des grosses doses de radiothérapie, par exemple. Et pour les cataractes, c'était des doses cumulées pendant toute la vie qui atteignent également plusieurs grés. Or, vous allez voir dans un instant, on vient de découvrir, c'est les Européens donc, du groupe RISC qui ont mis ça en évidence dans les conférences de consensus, que le seuil est beaucoup plus bas. Il est au moins 10 fois plus bas, aux alentours de 0,5 grés, aussi bien pour la cataracte que pour les maladies cardiovasculaires, et on n'est même pas sûr qu'il y ait un seuil. Il se pourrait bien que, notamment pour des individus génétiquement susceptibles, il n'y ait pas de seuil du tout. Alors les cataractes, on les a vus notamment chez les liquidateurs de Tchernobyl. C'est tout récent, donc publié dans Radiation Research, une des grandes revues de recherche médicale sur les effets des radiations, publié en 2007 par l'équipe de Vorgoul, entre-temps décédée. Et vous lisez en rouge, ce que j'ai mis en rouge pour attirer votre attention, parce que c'est un petit peu long pour lire tout ça. C'est une situation donc, de liquidateur de Tchernobyl, donc ce n'est pas une dose aiguë comme une bombe atomique, c'est une dose accumulée au cours du temps. Et elle montre, cette étude, que le seuil pour les cataractes radioinduites est inférieur à 1 gré, alors que l'on pensait que c'était un seuil de l'ordre de 5 grés au moins. Et alors, il y a eu des discussions de dire, oui, mais ce sont des cataractes débutantes que vous recherchez là. Est-ce que c'est vrai aussi pour les vraies cataractes, celles qui empêchent carrément de regarder, de voir, celles qui doivent être opérées? Eh bien, peu de temps après, également dans Radiation Research, l'équipe japonaise, Neriishi et autres, ont montré une étude sur des cas de cataractes opérées. Donc celles qui avaient vraiment donné un problème de vision chez les survivants de la bombe atomique. Et là, c'est encore pire. Leur estimation du seuil pour les cataractes est à 0,1 gré, avec une limite supérieure à 0,8 gré, et possibilité même qu'il n'y ait pas de seuil du tout. Le consensus, donc, au séminaire RIS de 2006, a été que les nouvelles données animales et humaines suggéraient une radioinduction des cataractes pour des doses beaucoup plus faibles, avec certaines observations compatibles avec une absence de seuil, notamment
chez les cas de susceptibilité génétique. 2006, c'est les Européens qui disent ça. Le reste du monde racle un petit peu des pieds, n'est pas tout à fait d'accord. On discute un petit peu. En avril 2011, la Commission internationale de protection radiologique, après des années de tergiversation, donne raison aux Européens, reconnaît que le seuil est 10 fois plus bas que ce qu'on croyait et propose d'abaisser pour le monde entier la limite de dose pour le cristallin des travailleurs de 150 à 20 millisieverts par an. Toutes les normes internationales actuelles en préparation, aussi bien Europe que IAIA, ont également suivi la CIPR. Et donc, les limites de dose pour le cristallin vont passer de 150 à 20 millisieverts par an pour les travailleurs. Donc voilà quelque chose que l'on pensait acquis, solide, et qui a complètement basculé ces dernières années. Même chose pour les maladies circulatoires radio-induites. Au séminaire RIS de 2008, la conclusion, c'est qu'il y avait une accumulation d'indices épidémiologiques d'un risque accru de maladies circulatoires pour des doses supérieures à 0,5 Gray comparé à l'ancien seuil qu'on pensait qui était de 5 Gray. Et ceci, non seulement chez les survivants de la bombe atomique, mais aussi chez des travailleurs du nucléaire. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que ce n'est pas seulement un effet aigu d'une bombe, mais c'est également vrai pour des doses accumulées progressivement tout au cours des années, tout autour de la carrière d'un médecin par exemple, ou bien par la population qui vit année après année dans des zones qui restent contaminées au césium-137. Là aussi, les doses s'accumulent d'année en année. Une publication plus récente, novembre 2011, de l'Agence internationale de recherche contre le cancer, Dr Azizova, a même revu les données et actuellement les premiers points significatifs ne sont plus à 0,5 Gray, mais dans la gamme de 0,2 à 0,5 Gray. C'est même encore plus bas, de 200 à 500 mg. La dernière publication d'Azizova montre aussi que le risque est plus important chez les femmes que chez les hommes. Le seuil est incertain, le mécanisme est encore mal compris, la recherche est toujours en cours, mais l'ICRP, là encore, a suivi, avec cette fois-ci 3 ans de retard, a donné raison à la conférence de consensus européenne et a recommandé donc un abaissement du seuil au cœur à 0,5 Gray et des mesures de protection pour le cœur dans toute une série de situations où le cœur est particulièrement visé. Là encore, les normes européennes ont suivi et vont proposer des mesures particulières de protection pour le cœur. Parlons maintenant. Revenons aux accidents nucléaires proprement dit plus récents, notamment celui de Tchernobyl, et voyons quelles étaient les conclusions de l'article 31. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a 5 ans, à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de Tchernobyl, l'agence de Vienne, toutes les grandes agences des Nations Unies, AIEA, UNSCEAR, etc., avaient sorti des chiffres, des estimations chiffrées des conséquences de Tchernobyl. Je me rappelle encore parce que j'étais présent lors de la présentation, dans les discours officiels, avait même dit « It is the end of the story », c'est fini, donc il ne faut plus s'inquiéter, maintenant on a tout vu, on a vu ce qu'il fallait voir, il n'y aura plus rien. Et ça avait fait l'objet d'une véritable tempête médiatique. Un tas de gens n'étaient pas d'accord, particulièrement les médecins des hôpitaux locaux en Biélorussie, en Ukraine, n'étaient pas d'accord avec tout ça. Ils disaient « c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on observe nous, ça continue en réalité, il y a plus que ce que vous dites, etc. » Et donc, à l'occasion des 25 ans de l'anniversaire de 25 ans de l'accident de Tchernobyl, la Commission européenne s'attendait à avoir un tas de questions au Parlement européen et à être mise sur la sellette un petit peu, sur le grill. Et elle a donc demandé aux experts de l'article 31 et aux experts RIS de revoir la situation, de revoir toute la littérature, en particulier les données récentes de la littérature, tenir compte aussi de la littérature dépouillée par l'UNSCEAR, mais aller un petit peu plus large dans le recueil de littérature, et de faire un rapport qui a été présenté en juin 2011 en conférence de consensus, qui a été approuvé à l'unanimité, et ce rapport a été publié en novembre donc 2011, donc il y a quelques semaines seulement, quelques mois, par la Commission européenne. Donc voilà, ce que je vais vous donner maintenant, c'est l'avis des experts, l'avis unanime des experts européens, qui est un petit peu plus sévère, vous allez voir, plus alarmiste peut-être que l'avis des conférences des Nations Unies. Grande leçon de Tchernobyl, ça c'est pas vraiment nouveau, ça a été reconnu largement, y compris par l'UNSCEAR, l'agence de Vienne, etc., c'est que les enfants étaient très sensibles au cancer radio-induit, et plus que les adultes. On le savait déjà de par des études sur rayons X, mais on ne savait pas à quel point c'était vrai.
Et ceci est une courbe qui a été montrée 10 ans déjà après Tchernobyl, dans les grandes conférences de Minsk, Vienne et Genève qui ont lieu 10 ans après Tchernobyl. On voyait déjà à ce moment-là, quand on regarde en ordonnée le risque relatif, alors regardez bien les chiffres, 0, 200, 400, 600, un risque relatif qui monte jusqu'à 600. Et l'âge au moment de l'exposition, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans au moment de l'exposition, au moment de l'accident de Tchernobyl. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les risques relatifs pour les tout petits bébés et les enfants de 1 ou de 3 ans sont de plusieurs centaines et qu'ils dégringolent complètement déjà à l'âge de 10 ans. Et ça continue à dégringoler si vous regardez les adolescents et les adultes. Donc en termes de risques relatifs, on a vraiment une énorme différence qui est plus que ce qu'on avait pensé dans le temps. Et actuellement, dans les dernières estimations, c'est même très spécifiquement la cohorte de petits-enfants qui étaient âgés entre 0 et 3 ans au moment de Tchernobyl qui continue à montrer le plus de cancer de la thyroïde. Alors précisément, c'est un effet de cohorte, c'est une cohorte qui est radiosensible. Alors voilà, j'espère que les couleurs le verront bien et je vais sinon vous aider un petit peu avec mon pointeur. Il s'agit donc bien de la cohorte de ceux qui étaient petits-enfants au moment de l'accident. Alors, en 88, ils étaient un petit peu plus âgés, 91, 97, 99, 2000. Plus le temps passe, plus ils grandissent. Ce ne sont donc plus des enfants. Donc ce ne sont plus des cancers de la thyroïde qui surviennent en pédiatrie, ces enfants ont grandi. Alors, les cancers pédiatriques, les voilà, ils ont grimpé après Tchernobyl, puis ils ont commencé à descendre, tout simplement parce que les enfants n'étaient plus des enfants à ce moment-là. Ils étaient des adolescents. Alors regardons les cancers des adolescents ici, en bleu foncé, grimper jusque dans 2000-2001, et puis ils recommencent à descendre. Pourquoi ils descendent? Parce que ce ne sont plus des adolescents à ce moment-là, ils sont devenus des adultes. Alors que se passe-t-il avec les adultes, les jeunes adultes? Très peu au début. Ça, c'était les grands enfants, ceux qui avaient déjà 18 ans au moment ou 14, 15, 16, 17, 18 ans au moment de l'accident. Et puis, regardez les cancers adultes, ça monte. Et normalement, d'après ce qu'on sait sur l'évolution des cancers de la thyroïde dans le temps, excès de risque relatif constant, on s'attend à ce qu'on ne voit actuellement encore que le sommet de l'iceberg. Il y a encore des dizaines de milliers de cancers de la thyroïde qui vont apparaître dans ce groupe-là dans les années à venir. On en a vu pour l'instant environ 7000 et on s'attend à monter dans les alentours de 100 000. Donc, message clé du rapport des experts, article 31. Premier message, je l'ai dit, donc c'était l'excès de cancer de la thyroïde, particulièrement chez les petits-enfants. Deuxième message clé, attention aux moyennes. Dans les grandes publications internationales, on vous dit la moyenne, c'est de autant pour la population et pour les grandes régions. Et généralement, ces moyennes, elles sont relativement basses. C'est un petit peu l'exemple que je donne toujours, mais il est un peu frappant, mais ça permet de retenir. Si vous prenez quelqu'un, un être humain, vous lui mettez les pieds dans le freezer et la tête dans le poêle, au milieu, vous avez 37 degrés. Mais il est mort. Donc, c'est une moyenne, 37 degrés. Eh bien, de la même façon, une moyenne de 10 millisieverts, par exemple, pour une grande population, cache en réalité un range, une distribution de doses qui peut aller de presque rien jusqu'à des doses très très importantes de plusieurs centaines de millisieverts. Donc il y a une énorme variabilité des doses reçues et cette variabilité est apparue d'autant plus grande ces dernières années qu'on avait peut-être sous-estimé la pauvreté des gens. Oui, pourquoi la pauvreté des gens? Tout simplement parce que l'Union soviétique est partie en liquéfaction, les différents États ont essayé de voler leurs propres ailes avec beaucoup de difficultés, et les gens sont devenus plus pauvres. Et la nourriture, eh bien, celle qui était vendue dans les magasins, sur les marchés, la nourriture contrôlée, au point de vue contamination, eh bien, elle était trop chère. Donc beaucoup de gens avaient leur petit potager, leurs chèvres, leurs vaches. Ils allaient cueillir des champignons dans la forêt, ils faisaient du braconnage, ils ramassaient des lapins ou des choses comme ça. Et donc ils ont avalé des aliments qui se sont avérés extrêmement contaminés. Alors vous allez me dire, mais il y a 25 ans, Tchernobyl extrêmement contaminé. Non, ce n'est pas possible. Mais si, le césium 137 a une demi-vie de 30 ans. Ça veut dire que sa radioactivité diminue de moitié tous les 30 ans. Il faut donc environ 10 demi-vies pour en être quitte. Donc il faut 300 ans pour qu'il n'y en ait plus.
Bon, ça c'est déjà une première chose. Deuxièmement, dans les sols forestiers, les sols acides avec beaucoup d'acide humique, le césium n'est pas fixé. Il se comporte un peu comme le potassium dans les jardins. Quand vous mettez des engrais NPK dans votre potager, bien argileux, là l'engrais est fixé dans l'argile et il reste bien sur place. Mais le césium, dans des sols forestiers, des sols acides, il ne se fixe pas, il tourne. Il est pris dans les feuilles, puis les feuilles tombent en automne, il repart dans l'humus. Et ça tourne tout le temps, en sorte qu'actuellement, dans les bois autour de Tchernobyl, localement, les champignons et le gibier sont presque autant contaminés qu'ils ne l'étaient juste après l'accident. Ça n'a pas beaucoup changé. Le césium n'a pas encore fait sa première demi-vie, et par ailleurs, il continue tout le temps à tourner dans l'humus de la forêt. Donc, la contamination n'a guère changé depuis ce moment-là, et les gens mangent des produits de la forêt. Troisième grand message, les publications non traduites. Ça, c'est la vérité, et je suis moi-même, donc je vous l'ai dit dès le début, j'ai participé aux travaux de l'UNSCARE depuis de très nombreuses années dans la délégation belge, j'ai vu comment ça se passait. La règle, c'est il y a de la sélection des bonnes études. Et les bonnes études dans les groupes internationaux, c'est des études publiées en anglais, parce que sinon on ne les regarde pas, et selon les standards de la bonne littérature peer-reviewed, les grands journaux, Lancet et tout ça. Et tout le reste, c'est poubelle. On ne regarde même pas. Or, il faut bien reconnaître qu'une grande partie des publications sur Tchernobyl ont été faites en russe, en ukrainien, en biélorusse, avec des standards de publication qui ne sont pas les mêmes qu'ici, et qui ne passent pas la rampe pour une littérature peer-reviewed. Et donc, il n'y a pratiquement rien qui est pris en compte dans ces grandes études internationales. Yablokov a publié aux États-Unis, c'est l'Académie des sciences des États-Unis qui a publié ça. Yablokov est un scientifique contestataire, mais il a publié donc une traduction en américain, une sorte de synthèse de toutes ces études non publiées, il y en avait des milliers, qui naturellement aboutissent à des conclusions beaucoup plus alarmistes. De nouveau, Yablokov a publié ça sur un ton et sur un mode qui est difficilement acceptable par un scientifique occidental. Ça a l'air un petit peu de ne pas tenir la route, il mélange un petit peu tout. C'est la mode russe, je m'excuse, mais c'est comme ça, c'est la façon russe de publier. Mais ça ne veut pas dire que tout est faux là-dedans. Hein. Au contraire, les choses sont comme elles sont, mais elles ne sont pas bien dites. Elles ne sont pas bien dites. Nous allons voir que d'ailleurs, il y a eu des évolutions dans ce domaine-là. Et donc, Yablokov, quand vous regardez la bibliographie de Yablokov, il y a 99% et demi de publications qui ne sont pas en anglais. Et donc, tout simplement, on ne les a jamais regardées, toutes ces publications. Alors, la question de il est 20 ans après Tchernobyl, tout est fini, il n'y a plus rien à regarder, ça c'est bien sûr pas vrai. On l'a vu avec Hiroshima Nagasaki, c'est de nombreuses années après qu'on a vu apparaître les cancers solides en grand nombre. Il faut attendre, il faut suivre ces populations, et il faut donc des études de suivi, il faut payer pour le suivi. Pour le moment, il y a des propositions de faire des études long terme Tchernobyl comme on a fait Hiroshima, mais personne ne veut payer. Voilà où on en est pour le moment. Et alors, il y a les questions des malformations congénitales et de la morbidité infantile. Ça, c'était quand vous voyez les films passés par les journalistes ou des ONG, ils vont faire des visites sur place et ils reviennent avec des photos choquantes et vous disent il y a plein de malformations congénitales et les enfants sont tous malades. Alors, ça fait rire les scientifiques par ici en disant oh là là, bien sûr, vous allez n'importe où dans une maternité, il y a toujours des malformations congénitales. Et dire que les enfants sont tous malades, c'est exagéré. Je dois dire qu'il y a eu une réelle pression des scientifiques russes pendant toutes les années de discussion sur Tchernobyl dans les cénacles internationaux, une réelle pression pour dire la morbidité infantile est réelle, elle est liée aux difficultés socio-économiques et elle est essentiellement liée au stress. Et il le qualifiait de radiophobie. C'est parce qu'il y a une telle radiophobie, un tel stress qu'ils sont tombés malades, mais en réalité, ils ne sont pas malades à cause des rayons. Méthode Coué, finalement, comme on ne lisait pas en plus les publications qui n'étaient pas en anglais et que les Russes insistaient tout le temps pour dire c'est le stress, finalement, l'UNSCARE a conclu c'est le stress. Nous allons voir dans un instant que ce n'est pas nécessairement vrai. À propos des malformations congénitales, dernier rapport de l'UNSCARE, publié en 2011, mais en réalité approuvé en 2008 sur la base de données de 2007, il y a eu des retards de publication, donc c'est de données relativement anciennes, ne parle même pas de malformation congénitale, il fait comme s'il n'y en avait pas.
La raison de cela, c'est que sur une étude qu'ils ont sortie, la prévalence des malformations congénitales en Biélorussie était en augmentation, mais l'augmentation était la même partout, que ce soit dans les régions très contaminées ou les régions peu contaminées. Donc, il augmente partout, mais pas de façon différentielle. Attention que quand on parle de régions de faible contamination, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas contaminées du tout. C'était moins contaminé que les autres. Donc déjà, là, il y a un petit biais possible. Quoi qu'il en soit, nous avions des études contradictoires, nous avions lu des études contradictoires, entendu parler aussi. Et la FCN, encore une fois, a eu le mérite, il y a quelques années, d'inviter des chercheurs, des généticiens biélorusses à Bruxelles, lors d'un séminaire organisé à l'agence, conjointement avec le SEK, avec MOL. On a fait venir les scientifiques russes, on a mis des traducteurs et tout, pour vraiment entendre ce qu'ils avaient à dire. Et ce n'était pas du tout la même chanson, vous allez voir d'ailleurs sur la figure suivante. Ce qui nous a été raconté à Bruxelles en 2006 a été d'ailleurs repris très officiellement au niveau européen, dans le groupe EUROCAT, qui est le groupe européen de suivi des malformations congénitales, présenté donc au congrès de Budapest en 2007. Le principe que je vous montrerai sur une dia suivante, c'est qu'ils ont regardé de manière beaucoup plus fine. Au lieu de dire on prend des grandes régions moyennement contaminées avec des grandes régions plus contaminées, on va regarder vraiment par petites régions, on dirait chez nous par commune ou par district, et on va prendre les régions vraiment contaminées avec les régions vraiment pas contaminées, sans faire des grosses moyennes et en prendre des grands blocs. Et là, vous allez voir qu'il y a un clair excès d'anomalies congénitales pendant les 3 années qui ont suivi l'accident. Je vais déjà montrer cette dia-là, puis je reviendrai en arrière pour un autre plan. Regardez ici, ça c'était la première étude où on avait des grands hachurages, zones contaminées, zones pas contaminées à la grosse louche. L'étude plus détaillée, des zones réellement pas contaminées et zones réellement très contaminées. Et quand on voit les zones donc, dites très contaminées, c'est la ligne rouge, l'autre c'est la ligne bleue, vous voyez que quand la première étude sur laquelle on s'était basé montre effectivement que tout augmente partout, pas spécialement plus du côté très contaminé, c'est même plutôt l'inverse, alors que la deuxième étude montre ici, 3 ans après, pendant les 3 premières années, donc l'accident étant ici en 86, donc pendant les 3 années qui ont suivi l'accident, il y a un pic, et puis ça continue à monter de façon similaire dans toutes les régions. Donc il n'y a sûrement pas que les radiations qui sont à l'origine de ça, mais il y a clairement, contrairement à ce qu'on a prétendu, une augmentation dans les 3 années qui ont suivi. Alors d'autre part, l'an passé est sortie une étude publiée par l'américain Wertelecki. Alors si je dis qu'il est américain, c'est tout à fait avec une raison bien particulière. Comme la plupart des études russes, biélorusses, etc., n'étaient pas lues, n'étaient pas traduites et n'étaient pas prises au sérieux parce que pas publiées dans des grandes littératures peer review, un certain nombre d'universités américaines ont dit bien, on va aller nous-mêmes travailler avec des Ukrainiens, avec des Biélorusses, surtout avec des Ukrainiens à l'heure actuelle, parce qu'en Biélorussie, ce n'est pas vraiment la démocratie pour le moment. Et donc, ils ont fait des études avec eux et ils les ont publiées en anglais et dans des bonnes revues, avec toutes les peer reviews, etc., de façon à ce que ça passe la rampe de la publication, tout simplement. Et dans ces études américano-ukrainiennes apparaissent un tas de choses, notamment l'étude de Wertelecki, publiée donc en 2010, Université de South Alabama, s'intéressait aux naissances dans une région ukrainienne de Rivne, qui était très contaminée, et naissance de 2000 à 2006. Ça veut dire pas juste après l'accident, mais longtemps après. Autrement dit, s'il y avait quelque chose à voir en 2000, c'était lié à la contamination chronique post-accidentelle et pas à l'accident lui-même. C'était à la contamination du sol. Et ils ont vu effectivement un gros excès d'anomalies congénitales et particulièrement d'anomalies du tube neural, donc le genre spina bifida. Ce qui est peut-être à mettre en rapport avec ce que je racontais sur Jacquet tout à l'heure, puisque c'était au stade de la préimplantation et de la gastrulation, donc au tout début de la grossesse, qu'il y avait des suspicions très fortes. Et c'est précisément spina bifida, tube neural, des altérations, des malformations congénitales, lorsque l'attaque se fait très au début de la grossesse, donc dans les tout premiers jours de l'organogenèse, lorsque la gouttière neurale se forme. Donc là, il y a peut-être un rapport à faire.
Quoi qu'il en soit, Werteleki a publié ça avec beaucoup d'honnêteté en disant c'est pas sûr que c'est les rayons, mais il faut investiguer. Et il a demandé notamment, il a commandé une autre étude à son collègue Dan Coase de dire voyons un petit peu si les doses reçues par ces mamans étaient fortes. Et parce que ça ne collait pas avec les doses moyennes qui étaient publiées, qui étaient relativement faibles. Et en regardant un peu plus près, on a vu que ces gens, c'était des familles qui vivaient dans des régions très rurales, qui faisaient tout en autosubsistance, qui cultivaient, qui ramassaient énormément de champignons dans les forêts. C'était même un sport national là-bas, la cueillette du champignon. Ils faisaient des conserves, des séchages, etc. Et donc, ils avaient de fortes suspicions de contamination interne par des produits sauvages, des produits de la forêt. En plus, leur méthode culturelle, ils utilisaient des brûlis, ils faisaient brûler des pailles contaminées et ils respiraient régulièrement des fumées contaminées. Donc tout ça a été montré par l'étude dosimétrique de Dan Coase. Et ces études doivent bien sûr être poursuivies. Hein. Ce n'est pas une preuve à 100%, mais c'est quand même un indice sérieux qu'il ne faut pas trop vite conclure qu'il n'y a pas de malformation congénitale. Morbidité infantile, je vous l'ai dit, minimisée dans les rapports internationaux, taxée de radiophobie. La plupart des études n'ont pas été traduites en anglais. Ça, je vous ai expliqué. Et il y a eu une série de chercheurs biélorusses notamment qui ont protesté violemment, qui ont fait un petit peu le tour du monde pour défendre leur point de vue. Et les Français de l'IRSN, l'IRSN c'est un peu le MOL en France, ont voulu prendre ces gars au sérieux. Ils ont dit, ben voilà, on va faire des études dans le laboratoire sur des rats, on va leur donner à boire de l'eau potable dans laquelle on mettra un petit peu de césium-137, donc le contaminant alimentaire. On va le mettre dans les mêmes quantités que ce que la population, tout venant, consomme dans les régions de Tchernobyl, les régions contaminées, donc des très faibles quantités, très faible activité en réalité, hein, pour parler en becquerel, de très faible activité de césium-137 dans l'eau potable. Donc en termes de doses, des doses de rien du tout, ouais, okay, qui normalement ne devaient pas avoir d'effet tout simplement. Et il se trouve qu'ils ont vu un tas de choses bizarres. Ils ont vu un tas d'effets biologiques. Attention, les rats ne sont pas tombés malades, ne sont pas tombés raides morts avec des infarctus et des choses comme ça, mais il y a eu des tas de paramètres biologiques qui ont changé. Quelques exemples, libération d'enzymes CPK dans le sang, ce sont les enzymes libérées en cas d'infarctus, donc qui témoignent d'un dommage au niveau cardiaque. Des perturbations du cycle veille-sommeil, des perturbations de l'encéphalogramme, des perturbations du cycle de la tension, du cycle circadien, la tension artérielle. J'en oublie, elles sont indiquées ici. J'ai dit CPK tout à l'heure, c'est CK bien sûr. Des réponses neuro-inflammatoires au niveau de l'hippocampe cérébral des animaux. Donc, des quantités qui ne devaient rien donner du tout ont donné naissance à toute une série de modifications biologiques bizarres, tout à fait inattendues par rapport aux rats témoins, évidemment, à ceux qui buvaient de l'eau normale. Suite à cela, ils ont lancé une étude avec des médecins russes, parce que la région de Bryansk, ça c'est en Russie cette fois-ci, qu'ils ont appelé l'étude EPICE, EPICE, sur des enfants où ils ont dit, puisqu'il y a apparemment quelque chose de bizarre qui se passe au niveau cardiaque avec les enzymes qui étaient libérées et les perturbations à l'ECG, eh bien, on va faire des études sur des enfants locaux avec des médecins français et des médecins russes en même temps. Je ne sais pas pourquoi il faut contrôler les médecins russes, mais enfin bon, voilà, on va contrôler les Russes et on va le faire ensemble en tout cas, on va le publier ensemble. Et on n'a pas encore les résultats pour voir s'il y a des modifications à l'électrocardiogramme et des modifications des arythmies chez ces enfants-là, comme le prétendent les médecins locaux qui disent qu'il y a chez les enfants, chez nous, des choses qu'on ne voit pas chez des enfants, des maladies qu'on ne voit pas chez des enfants, qu'on voit justement chez des adultes. C'est comme s'ils avaient vieilli trop vite. D'autre part, il y a eu toute une série d'autres études supervisées par des universités US. Pour ne pas être trop long, je n'ai pas donné mention de ces études ici. Donc il y a eu toute une série d'autres études, publiées toutes récemment dans les dernières années, et ce n'est que le début d'une longue série qui est en attente de publication,
qui montre que, encore aujourd'hui, donc pas de nouveau des choses qui remontent à 1986, mais encore aujourd'hui, il y a chez les enfants dans les régions contaminées toute une série de choses bizarres qui se passent. Exemple, des infections pulmonaires à répétition avec anomalies spirométriques, alors que chez les contrôles, il n'y en a pas. Bizarre, ils essayent d'expliquer ça par éventuellement un mécanisme immunitaire et des effets de radicaux libres, des effets de stress à long terme, avec radicaux libres qui irritent les voies pulmonaires, qui donnent des infections, des anomalies spirométriques. Enfin, il y a toute une série d'études qui sont publiées pour le moment qui montrent qu'il y a vraiment quelque chose. Et cette fois-ci, ces études sont prises au sérieux et sont publiées parce que c'est en anglais et parce que c'est supervisé par des Américains et que c'est publié dans des bonnes revues. La conclusion des collègues américains est d'ailleurs très claire. Je vous la traduis en bleu au-dessus. L'optimisme des rapports des Nations Unies est probablement basé sur trop peu d'études publiées en anglais, publiées trop vite après l'accident pour être déterminantes, pour être vraiment conclusives. Donc je pense que c'est sans appel. Mais derrière ça, il y a une autre question qui se pose. C'est est-ce que la dose telle que nous la calculons, on a déjà donné l'exemple du tritium tout à l'heure, est-ce que notre façon de calculer la dose, qu'on appelle la dose efficace, est un bon indicateur de risque en cas de contamination interne? La question a été posée par les experts article 31, elle a aussi été posée dans des rapports de l'IRSN et aussi posée en Angleterre par des groupes très officiels, notamment le groupe Cherry, qui travaille pour le gouvernement britannique en Grande-Bretagne et qui a publié là-dessus il y a quelques années. Donc il y a réellement un problème de fond qui va nous demander d'étudier véritablement la réelle radiotoxicité des radioisotopes et des radionucléides chez les enfants et aussi chez les fœtus, plutôt que de dire la dose est 2, donc il y aura ou il n'y aura rien, il y aurait quelque chose. Essayons véritablement de voir quels sont les effets radiotoxiques indépendamment des doses que l'on a pu calculer par ailleurs. Ceci simplement, mais c'est peut-être un petit peu trop avancé, c'est la façon dont on calcule la dose efficace en radioprotection. Retenons peut-être simplement ce que j'ai écrit en vert ici, c'est que c'est un outil réglementaire et pas un outil scientifique, et que c'est basé sur des risques moyens et que ça se limite au cancer mortel. Donc la façon de calculer la dose est basée sur le risque moyen de cancer mortel. Donc pas du tout, par exemple, sur le risque de cataracte ou le risque d'infarctus ou le risque de troubles du rythme, ça ne rentre pas du tout dans le calcul. C'est le risque de cancer qui est à la base, un peu curieux à dire, mais c'est comme ça, c'est le risque de cancer qui est à la base de ce calcul de dose, de cette estimation de la dose. Et seuls les cancers mortels sont pris en compte, pour commencer, et c'est un risque moyen, donc, par exemple, moyenne d'âge. Donc on a vu pour la thyroïde que c'est les enfants qui couraient le plus grand risque, et bien on a pris les risques moyens pour toutes les tranches d'âge. Naturellement, il est beaucoup plus petit que le risque couru par les enfants de 0 à 3 ans. Pour le sein, on a fait la même chose. Risque très élevé de cancer du sein chez la femme, risque quasi nul de cancer du sein chez l'homme. On fait la moyenne, on divise tout par 2. Donc, voilà comment on a calculé les risques dans ce calcul. Donc, c'est un outil réglementaire qui a ses mérites, mais ce n'est pas un outil valable en cas d'accident, comme on est en train de le redécouvrir. Quelques questions, quelques enjeux de l'expertise santé qui, je pense, ressortent clairement de ce que j'ai dit jusqu'ici. Il y a des problèmes de conflit d'intérêts. C'est sûr que tous les grands organismes dont j'ai parlé jusqu'ici, quelque part, ont un conflit d'intérêts à la base. L'Agence internationale de l'énergie atomique a pour mission de promouvoir l'essor de l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. La Commission internationale de protection radiologique, la première ligne de ses rapports, c'est de dire « nous voulons protéger la population tout en permettant aux activités nucléaires de continuer ». Première ligne du rapport. Même le traité Euratom est un traité qui est là pour promouvoir l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Donc il y a quand même un conflit d'intérêts pratiquement partout dans les groupes d'experts qui s'occupent du secteur nucléaire, ce qui peut entraîner toute une série de complications que je ne dois pas vous expliquer. Alors, il y a des problèmes de jugement de valeur par rapport au principe de précaution. Je reviendrai là-dessus sur le transparent suivant. Alors, il y a ce qu'on appelle le poids des paradigmes dominants. Ça, c'est un problème de science en général, c'est plus un problème nucléaire en particulier. C'est que quand tout le monde croit à quelque chose, celui qui dit autre chose, il devient l'ennemi. C'est Galilée, tout ce que vous voulez. Le premier qui dit autre chose, il est agressé. Et donc, comme jusqu'ici, on considérait que la bonne façon de calculer la dose, c'est la dose efficace,
et que le risque majeur, c'était les risques de cancer. Les médecins biélorusses qui disaient « oui, mais mes enfants font des troubles du rythme », eh ben, ils ne sont pas pris au sérieux, parce que ça, ce n'est pas du tout dans le paradigme dominant. Et ça entraîne d'ailleurs une certaine autocensure de la part des chercheurs qui ont peur d'ouvrir la bouche parce qu'ils vont se faire tomber dessus par tous les autres. Et d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir beaucoup de groupes de réflexion, de faire participer d'ailleurs les experts de la société civile. Ça peut être des grands experts, mais qui ne sont pas dans des conflits d'intérêts, de façon à pouvoir faire émerger de nouvelles hypothèses de travail. La précaution en sciences. Alors la précaution, le principe de précaution, qui a fait couler beaucoup d'encre, on dit ça c'est un principe politique. Quand il y a des doutes sérieux, qu'il y a un problème, avant même qu'il y ait une certitude, eh bien, on prend des précautions. Ça, c'est le principe de précaution pour les grands défis comme le climate change, etc. Il y a des principes de précaution qui interviennent parce que les effets sont à long terme et qu'on n'a pas le temps d'attendre que les effets se manifestent avant de prendre une décision. Mais le principe de précaution est également pertinent en sciences et c'est très clairement montré dans un rapport de l'UNESCO d'ailleurs, que je cite ici. L'approche de précaution en sciences inclut 3 choses. Tout d'abord, une recherche systématique des surprises, en particulier pour les effets à long terme. Ce qu'ils disent de manière très imagée, thinking the unthinkable, penser l'impensable, imaginer des choses nouvelles, des hypothèses nouvelles. Avoir une réactivité, une sensibilité aux signaux d'alerte précoce, ce qu'ils appellent de nouveau, c'est très imagé l'anglais, early warnings, les premiers signes d'alerte, il faut voir les premiers signes d'alerte, et mettre l'accent sur la plausibilité du risque plutôt que sur les certitudes. Et ça, c'est probablement le plus difficile, parce qu'actuellement, on ne parle plus que d'evidence-based science, d'evidence-based medicine. On veut la certitude avant, par exemple, de délivrer un nouveau médicament. Pour un médicament, ça se comprend bien, mais pour des effets qui vont se manifester dans 60 ans, on ne peut pas attendre 60 ans pour avoir la certitude. Donc il y a une contamination par cette evidence-based science, alors que le principe de précaution doit se baser, lui, sur la plausibilité du risque. Vous avez vu que dans ce que j'ai expliqué ici, nous ne sommes pas sûrs de tout. Il y a encore des incertitudes. Mais dans la mesure où le risque est plausible, il faut déjà prendre des précautions. Et il faut donc, c'est réexpliqué sur ce transparency, il faut donc passer de la hard evidence utilisée par exemple en pharmacologie, en médecine, à la enough evidence qui doit être utilisée dans le cadre de la santé publique et de tous les problèmes de société avec des effets à long terme. Ceci pour vous rappeler et pour illustrer que les effets sur le cristallin et le système circulatoire qui ont été mis en évidence en Europe il y a quelques années et acceptés maintenant au niveau du monde entier, on les a mis en évidence en Europe il y a 4-5 ans, mais les early warnings, les premiers indices, eh bien, ça fait 30 ans qu'ils sont publiés. On aurait déjà pu y penser il y a 30 ans. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de données, c'était des early warnings. Et maintenant, en regardant en arrière, on se rend compte qu'on aurait déjà pu le voir il y a 30 ans. Petite citation d'Hubert Reeves qui invite à la modestie scientifique. Je vous laisse lire. Qu'est-ce que nos cellules savent encore, que nous ne suspectons même pas qu'elles savent. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir, heureusement, quelque part. Et en tout cas, la conclusion en termes de radioactivité et santé, donc première partie de l'exposé aujourd'hui, c'est de loin la plus longue, rassurez-vous, sur base des effets tant actuellement connus des radiations sur la santé que des nouveaux early warnings, le principe de précaution devrait s'imposer plus que jamais. Et les aspects santé, d'ailleurs, devraient intervenir aussi dans les éléments du débat politique, cette fois-ci, sur les centrales nucléaires, le renouvellement, et ainsi de suite. Il y a aussi un volet santé qui doit intervenir dans la discussion. Et Fukushima, dans tout ça, vous allez me dire, eh bien, quelques mots sur Fukushima, c'est bien sûr très très tôt pour en parler. Problème comme à Tchernobyl, ce sont des produits de fission, il y a de l'iode-131 qui est parti, il y a du césium-137 qui est parti, moins qu'à Tchernobyl déjà pour commencer. En termes de césium, on considère que 20 à 40% il y a eu autant de césium rejeté à Fukushima qu'à Tchernobyl, mais 20 à 40% seulement de la quantité totale.
Et la grande chance que nous avons eue, c'est que le vent, qu'ils ont eu surtout eux, c'est que le vent a été surtout dirigé vers la mer. Et pratiquement 80% est tombé dans l'eau. Alors, ce n'est pas bien pour l'océan et pour la vie marine, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, pour les habitants, ça c'était très bien. Il y a eu relativement peu de choses qui sont tombées sur la Terre, contrairement à Tchernobyl où tout est tombé sur la terre ferme. Les jours noirs pour les rejets vers les terres habitées étaient le 15 et le 16 mars 2011. C'est à ce moment-là qu'on a eu vraiment les gros dépôts, au moment où il pleuvait, où il neigeait aussi dans la région. Et il y a eu donc un dépôt de radioactivité beaucoup plus fort. La zone la plus touchée, comme on l'a vu plus tard, en réalité, pas tout de suite, c'était le nord-ouest, ce n'était pas du tout du côté de Tokyo, c'était du côté nord-ouest que le plumet s'est dirigé. Et cette zone, ça a fait l'objet de beaucoup de débats, mais c'était montré très clairement, y compris par les hélicoptères américains de la DOE, la zone touchée allait jusqu'à 80 km au nord-ouest de la centrale. À mettre en comparaison avec la zone évacuée donc, par les autorités japonaises dès le 12 entre le 12 et le 15 mars, disons, qui était une zone de 20 km. Ensuite, mais seulement le 11 avril, un mois après, ils ont proposé l'évacuation volontaire dans la zone de 20 à 30 km et rien pour la zone au-delà de 30 km, rien ou quasi rien, sauf quelques petits patelins. Quant aux comprimés d'iode, ils n'en ont pratiquement pas donné à la population concernée dans la zone nord-ouest. Alors, ceci est une figure tirée des rapports de l'IRSN, mis sur le site web de l'IRSN il y a quelques jours à peine. Ils ont fait donc des estimations de la dose à la thyroïde susceptible d'être reçue par un enfant d'1 an sans protection pendant la durée totale des rejets. Et les doses sont données en millisieverts. C'est comme ça que nous faisons dans nos plans d'urgence belges. Nous estimons, pour savoir si on va donner de l'iode à la population ou pas, la dose reçue par les plus sensibles, à savoir les enfants d'1 an, supposée à l'extérieur, parce que bon, tout le monde n'a pas l'occasion de se mettre à l'abri dans une bonne maison avec des grosses briques et tout, donc on suppose qu'ils sont à l'extérieur, et on calcule la dose sur la durée des rejets, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont respirer l'iode radioactif, et on considère qu'après ce qui est tombé sur le sol et qui pourrait être ingéré par la nourriture et par le lait, on suppose que c'est contrôlé, qui ne vont pas ingérer du lait radioactif ou des nourritures radioactives. Donc, dans cette hypothèse-là, voilà la centrale. Le rayon de 20 km est ici, le rayon de 50 km, le rayon de 80 km. Alors, les couleurs entre 100 et 1000 millisieverts à la thyroïde du petit enfant, voilà. Entre 50 et 100, c'est plus ou moins autour. Entre 10 et 50, ça c'est la couleur bleu pâle. Vous voyez, ça prend toute la zone jusqu'à 80 km. Et puis les autres zones ont reçu moins de doses. Qu'est-ce qu'on aurait fait en Belgique? Eh bien, on prévoit dans nos plans de donner des comprimés d'iode aux enfants pour 10 millisieverts. Donc voilà où nous aurions donné pratiquement de l'iode en Belgique pour un accident semblable, pratiquement sur 80 km autour de la centrale accidentée. Donc ils n'en ont pas donné. Pourquoi est-ce qu'on a choisi 10 millisieverts? Tout simplement, c'était une recommandation de l'OMS. Pour une fois, l'OMS avait osé sortir du bois par rapport à l'IAEA. Recommandation de l'OMS suite à Tchernobyl en disant il y a eu tellement de cancers chez les petits-enfants après Tchernobyl. C'est vraiment le groupe cible à protéger en priorité, les enfants d'1 an, de 2 ans, 3 ans. C'est ceux-là qu'il faut protéger. L'iode n'est pas dangereux, il faut en donner. L'iode stable n'est pas dangereux, il faut en donner aux enfants pour les protéger contre l'iode radioactif et contre les cancers de la thyroïde. Et donc ça n'a pas été fait, comme je l'ai dit, autour de Fukushima, ou quasi pas en tout cas. En ce qui concerne les dépôts, là, regardez le plumet donc dans la direction du nord-ouest, c'est également un transparent sorti des documents de l'IRSN, lui-même basé sur l'estimation de doses externes reçues dans la première année, depuis le 24 avril jusqu'au 11 mars. Et ça, c'est les Américains qui ont estimé cette dose en survolant toute la région par hélicoptère. Ils ont fait tout un quadrillage. Et ça vient donc du ministère américain de l'énergie. Et donc, à partir des doses mesurées depuis l'hélicoptère, l'IRSN a fait un calcul des doses que la population subirait simplement en vivant là-bas pendant toute une année. C'est uniquement les dépôts qui sont visés, uniquement les vies longues. Donc, ceci est relativement sous-estimé. Le 24 avril,
par rapport au 15-16 mars, c'est un mois plus tard. Donc tous les isotopes à vie courte, genre tellurium radioactif, ruthénium, etc., ont disparu. Et on considère que le débit de dose au sol a diminué d'un facteur 10 sur ce temps-là. Donc au début, il y en avait beaucoup plus. Donc le 24 avril, il y avait déjà plus que le césium pratiquement qui irradiait. On ne tient pas compte des doses reçues lorsque le nuage est passé. Rappelons que la population au-delà de 30 km n'a pas été invitée à se tenir à l'intérieur, donc ils pouvaient se trouver dehors aussi. Donc on ne tient pas compte des doses nuages. Et on ne tient pas compte, dans ceci, de la contamination interne, c'est-à-dire des aliments contaminés ou du fait que les enfants pourraient jouer dans un terrain contaminé et se contaminer par les doigts, par exemple. Donc tout ça n'est pas pris en compte. Et vous voyez qu'il y a déjà... Alors les zones, c'est 20 km et 30 km. Fukushima, qui est ici, est à 65 km environ de la centrale. Donc voilà un petit peu les repères que vous pouvez avoir. Vous constatez qu'on a des doses qui peuvent aller jusqu'à 100 millisieverts, jusque légèrement au-delà de la zone des 30 km, mais des doses qui vont aller au-delà de 50 millisieverts, à peu près ici, et au-delà de 20 millisieverts, presque jusqu'à Fukushima. C'est la zone de dépôt au sol susceptible de donner des doses de 20 millisieverts qui a été choisie comme critère par les autorités japonaises pour le retour des populations. Ils ont dit si c'est plus que 20 millisieverts, vous ne pouvez pas revenir. Si c'est moins que 20 millisieverts, vous pouvez revenir habiter dans vos habitations comme avant. Donc voilà. Vous voyez que les doses sont quand même relativement importantes. Limitées dans l'espace, il n'y a pas beaucoup de terrains très contaminés, il n'y a pas des immenses populations comme à Tchernobyl, mais les doses sont quand même assez importantes, surtout qu'elles ne prennent qu'une partie des contributions en compte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les effets sur la santé? Peu de choses. Il y a eu environ, d'après ce qu'on sait, une vingtaine de milliers d'intervenants, comme en Tchernobyl, par comparaison, il y en a eu 600 000 des liquidateurs. Théoriquement, ils sont suivis médicalement, dosimétriques, etc. Si vous regardez comme moi les émissions à la TV, il semblerait que ce n'était pas toujours aussi évident que ça, notamment pour les intérimaires et des gens qu'on a engagés un peu sur le tas pour aider. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de données. Les Japonais sont avares en données. On n'a pas beaucoup de données sur les doses réelles reçues par les intervenants, ni sur le type de dosimétrie qui a été pratiquée. On attend pour le genre de dose annoncé par les autorités japonaises, des cancers bien entendu, des effets cardiovasculaires et des cataractes, puisque là nous avons vu que les doses seuil étaient passées maintenant pratiquement à 500 millisieverts, et là on est dans cette zone-là avec les liquidateurs de Fukushima. Pour la population, c'est trop tôt pour parler, on ne sait rien des doses à la thyroïde, on sait qu'ils n'ont pas reçu de comprimés d'iode, mais on n'a pas d'idée des doses qu'ils ont vraiment reçues à la thyroïde. La dose efficace choisie donc pour le retour, pour la vie à long terme, c'est 20 millisieverts par an. Hein. Donc les populations peuvent vivre, y compris les enfants, là où il y a 20 millisieverts par an. Alors 20 millisieverts première année, 20 millisieverts une fois, d'après les données sur le cancer radio-induit retenues par tous les grands groupes internationaux dont nous parlions tout à l'heure, UNSCARE, ICRP, etc., ça fait environ une chance sur 300 de cancer mortel radio-induit. Alors, certains vous diront, oui, mais tout être humain a une chance sur 4 de mourir d'un cancer. Donc, une chance sur 300, ce n'est pas beaucoup. Ça se discute, effectivement, c'est une prise de risque supplémentaire qui n'est peut-être pas énorme. 20 millisieverts par an, c'est quand même la limite de dose des travailleurs adultes dans le nucléaire, hein, qu'on applique ici à des petits-enfants. Sachant que les petits-enfants ont un risque de cancer radio-induit beaucoup plus important. Donc, si c'est 20 millisieverts par an, comme c'est du césium-137 et qu'il est là pour 300 ans, en supposant que les enfants vont vivre, mettons, 15 ans, de toute leur enfance, avec un taux de ce type-là, ça vous fait 15 fois 20 millisieverts en dose cumulée. On est à 300 millisieverts. Et ça vous fait donc autant de fois plus, en chance sur 100, ça devient déjà un peu plus lourd. De contracter un cancer. C'est toujours rien par rapport à une chance sur 4 qui est le cancer spontané, mais ça devient quand même très lourd. Par ailleurs, il y a les effets de la contamination interne chronique qui, comme nous l'avons vu, commencent seulement à être dépistés, ils sont encore très mal connus. Et le tout est de savoir si leur nourriture va être bien contrôlée, s'ils mangeront des nourritures saines, etc. Donc c'est
tout à fait difficile d'avancer des chiffres, et je n'en avancerai pas. Une vaste étude épidémiologique a été lancée par les Japonais. Elle va durer au moins 30 ans. Elle concerne 2 millions de personnes, dont 360 000 enfants qui avaient moins de 18 ans au moment de l'accident dans les zones concernées. Et ils comptent les suivre, comme Hiroshima et Nagasaki, sur une très très longue période pour voir ce que ça va donner. Mais bon, quelque part, le mal est fait de toute façon. Il faut maintenant en tirer les leçons. Alors, quelques premières leçons pour nous. Je considère que les réactions, et certainement ceux qui auront vu les émissions télé de ces derniers jours auront le même sentiment, que les réactions des autorités japonaises et des organisations internationales ne sont pas très rassurantes. Je le dis aussi en tant qu'expert qui a été en contact via les organisations internationales avec les Japonais, les autorités japonaises. Nous n'avons pratiquement pas reçu de bonnes informations, peu d'informations et pas les bonnes. Moi, je n'ai jamais vu arriver sur mon ordinateur, par les voies officielles des experts, des indications précises sur les doses internes. C'est comme si ça n'existait pas, les doses internes. Pas d'indications sur les doses cumulées non plus. Tout ce qu'on recevait, c'était des débits de doses horaires, autant de microsieverts à l'heure, à 1 mètre. Bon, ça on recevait, oui, mais c'est absolument tout ce qu'on a reçu comme information. Les plans de contamination du sol, on les a reçus par les Américains qui ont fait des survols en hélicoptère, pas par les Japonais. Très curieusement, donc, alors qu'il y a eu quand même, vous avez vu, des gros rejets, il n'y a pas eu de distribution de comprimés d'iode. C'est très bizarre. Est-ce qu'ils ont bien lu les leçons de Tchernobyl? Et alors, il suffit de voir le calendrier. Ce qui était un peu inquiétant aussi, c'est que la plupart des mesures qui ont été prises par les autorités ont été prises tardivement, sur la pression des ONG. C'est parce que les ONG ont dit attention, les épinards sont touchés ici on va interdire les épinards. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers, que ce soit les ONG qui doivent pousser le gouvernement à prendre des mesures. Donc tout ça n'est pas très rassurant. Il semble y avoir une certaine culture d'opacité et de minimisation, et ça explique facilement la méfiance de la population. Un problème de fond que je voudrais soulever ici, ou évoquer simplement ici, c'est tout simplement en voyant toute une série d'interviews ces derniers jours, j'ai entendu notamment une habitante qui disait, une vieille dame qui disait, moi, je veux rester ici, je ne veux pas d'argent, je veux que ça redevienne comme avant. Eh bien, ça ne reviendra pas comme avant. Ce n'est pas possible. Le césium, il est là pour 300 ans. Et s'il faut décontaminer les terrains, on a vu ça dans d'autres émissions, par exemple, une forêt, si vous la décontaminez, il faut couper tous les arbres, il faut arracher tout le sol sur 50 cm, et alors vous avez décontaminé la forêt. Mais comme le disait le brave bûcheron qui présentait ça aux journalistes, c'est la forêt plantée par mes ancêtres, et elle va être réduite à un terrain de football immense, il n'y aura plus rien. Et bon, voilà. Si on veut revenir à la normale, eh bien, il faut faire du dégât. Ça ne sera plus comme avant. Et donc, la population ne comprend pas, et on l'avait vu à Tchernobyl aussi, ne comprend pas qu'on leur dise, avant, vous aviez une limite de dose d'1 millisievert par an, et maintenant, vous allez avoir la même limite de dose pour vos enfants que les travailleurs du nucléaire. On passe à 20 et vous continuez à vivre normalement avec 20 milli par an. La population ne comprend pas ça. Elle dit non, moi je veux que ce soit de nouveau 1 millisievert par an. Mais le prix pour avoir 1 millisievert par an, c'est soit d'aller vivre ailleurs, soit de tout casser et de tout racler. Et encore, on n'y arrivera peut-être pas. Voilà. Alors une dernière diapositive, un petit peu pessimiste. J'ai fait une conférence semblable sur les effets de Tchernobyl à l'occasion de l'anniversaire de 10 ans de l'accident de Tchernobyl, aussi devant un grand panel organisé par la BNS à l'époque. Et j'avais aussi présenté, travaillé avec des belles diapositives, etc. Et la veille, j'ouvre mon journal et je vois une interview d'une journaliste ukrainienne, écrivain ukrainienne qui est connue, Alla Yaroshinskaya, qui dit « Le mensonge sur Tchernobyl est aussi terrifiant que la catastrophe elle-même ». Et j'ai commencé mon exposé du lendemain en disant « Oui, tout ce que je vous dis, c'est sous réserve que mes informations soient correctes. » Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges sur Tchernobyl. Eh bien, espérons que l'histoire ne se répète pas. Merci. Et désolé d'avoir été si long. Voilà, on commence le bal des questions. Claude?
Voilà, tout d'abord, merci beaucoup pour cet exposé très, très clair et très, très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, une chose qui ressort quand même de votre exposé, c'est que finalement, après une catastrophe, on a des chiffres qui proviennent des experts, mais il faut peut-être apprendre à relativiser tous ces chiffres-là. Mais il y a aussi, par exemple, des organisations écologistes comme Greenpeace qui publient aussi leurs propres chiffres avec leurs propres experts. Dans quelle mesure c'est plus crédible que les autorités officielles ou pas? En soi, ce n'est pas plus crédible, ou ça ne devrait sûrement pas. Mon premier réflexe est un peu de méfiance, parce que c'est souvent dans un climat un peu catastrophiste. Je dois dire que deux choses. La première, c'est que j'ai encore vérifié récemment une série de chiffres qui avaient été publiés et décrétés par la CRIRAT notamment, suite à Fukushima, et en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte, est-ce que c'est vrai? J'ai été vérifié dans des sources officielles américaines et tout ça, et bien c'était vrai ce qu'il racontait. Donc en tout cas pour le post-Fukushima, je dois reconnaître que je ne vais pas passer l'exégèse de chaque ligne de ce qu'ils ont dit évidemment, hein, mais une série de points que j'ai vérifiés, qui avaient été révélés par les ONG, se sont révélés exacts et ont d'ailleurs été suivis de contre-mesures par les autorités dans la suite. D'autre part, je pense réellement qu'il faut que les experts se parlent. Et qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Et j'ai eu la chance pendant les dernières années, les 2-3 dernières années, j'ai été invité par les autorités de sûreté nucléaire françaises, l'ASN en France. Ils voulaient faire un groupe de réflexion sur le tritium et les effets du tritium parce qu'ils vont augmenter les relâchements. Et ils ont donc invité des experts officiels de tous les grands groupes, EDF, Areva, etc., plus des ONG. Et ils devaient trouver un président, et comme ils ne trouvaient pas de président qui satisfaisait tout le monde, ils se sont dit on va prendre un étranger. Et ils sont allés chercher un petit Belge, et c'était moi le petit Belge, et je me suis retrouvé président de ce groupe-là. On a travaillé pendant 2-3 ans. Et c'était des vrais experts des deux côtés, parce que les ONG, ils n'avaient pas invité leurs militants, ils avaient invité des professeurs d'université qui enseignaient l'écologie, ou tout ce que vous voulez, ou d'autres choses encore, les transferts de radioactivité dans l'environnement et tout ça. Ou la biologie, et bon, on se retrouvait entre experts. Et il y a deux choses à dire. La première, c'est que j'ai mis un temps fou avant d'arriver à ce que les experts officiels acceptent d'écouter ce que disaient les autres. Parce que d'office, c'était des idiots. Les vrais experts, c'était eux. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, chacun avait une partie de la vérité. Je ne dis pas que tout venait d'un côté, mais il fallait au moins déjà s'écouter. Et c'est à la longue, au bout de 2 ans de travail, on a réussi à obtenir finalement un dialogue, à avancer, et on a obtenu un consensus sur les conclusions sur le tritium, pratiquement sur 95% des points. Il y avait quelques points de divergence qui subsistaient, mais on était largement d'accord, et notamment ce que je vous ai raconté sur le tritium et le danger de l'arsénine tritiée pour les fœtus, etc., ça figure dans le rapport officiel de l'ASN, co-signé par tous les experts des grands groupes. Et ça c'est quelque chose d'inédit. Avant, ça ne se trouvait pas dans les rapports. C'est les ONG qui sont arrivés avec ça en disant « Oui, mais regardez un petit peu, on a des publications ici, des scientifiques allemands qui montrent que… » Eh bien, ce dialogue était fructueux et moi, je ne peux que souhaiter que les gens se parlent plutôt que de se faire la guerre des communiqués. Une petite question encore. Je comprends évidemment qu'on utilise un modèle animal pour étudier les effets des radiations, notamment les rats. Dans quelle mesure peut-on estimer que le comportement des rats est très différent ou pas très différent de celui des êtres humains vis-à-vis des radiations? Est-ce qu'il y a des modèles pour estimer ça? Alors, c'est le problème de l'extrapolation de l'animal à l'homme. On le fait quand ce n'est pas possible de faire autrement ou pour confirmer des observations humaines. Chaque fois qu'on a l'occasion d'avoir des observations humaines, c'est mieux, évidemment. Heureusement, on n'a pas tellement d'observations humaines. Et on ne peut pas non plus les provoquer expérimentalement parce que ce n'est pas possible. Cela dit, pour le début de la grossesse, on reconnaît généralement que les premiers stades, depuis les zygotes jusqu'à morula, blastula et tout ça, c'est pratiquement identique dans toute la lignée animale. Hein. Donc, c'est chez le rat, chez le Kobe, chez l'homme, ça se passe exactement de la même façon. Une autre question? Oui, madame. Oui, c'est une question. Quand on voit le nombre de personnes souffrant de la thyroïde dans nos régions, n'y a-t-il pas une relation avec Tchernobyl? C'est parfaitement possible, ce n'est pas prouvé à l'heure actuelle.
Pour qu'il y ait une relation avec Tchernobyl, ça devrait être des cancers de la thyroïde qui surviennent chez des gens qui étaient enfants au moment où l'accident s'est produit, au moment où les retombées, en tout cas sur la Belgique, se sont produites. À ce moment-là, ça devient tout à fait plausible parce que c'est assez rare de voir des cancers de la thyroïde chez les jeunes. Et si les gens en question étaient enfants au moment de l'accident, là c'est très suspect. Et il y a notamment le professeur Michel de Montgodin qui dit qu'il a un certain nombre de cas. Et donc c'est quelque chose à prendre au sérieux, mais il faut le montrer statistiquement. Sachant que par ailleurs, il y a un phénomène qui complique tout dans le cas de la thyroïde, dans le cas du cancer du sein, c'est la même chose d'ailleurs, c'est qu'on a actuellement des techniques de dépistage extrêmement fines qui permettent de détecter des tout petits cancers débutants. Et c'est ce qu'on appelle le screening effect, l'effet de dépistage. Si vous commencez à chercher des cancers de la thyroïde dans n'importe quelle population dans le monde, vous allez en trouver plein. Vous allez trouver ceux qui vont vraiment devenir un cancer, mais vous allez aussi trouver un tas de petits cancers qui vont dormir jusqu'à la mort de l'individu, qui ne deviendront jamais un cancer, des microcarcinomes. Quand on cherche, on trouve. Et il se trouve qu'on cherche de plus en plus et qu'on en trouve de plus en plus et que ça augmente partout, dans tous les pays, aussi bien les pays soumis aux retombées de Tchernobyl que les autres. Cela dit, si il y a des cas, comme M. Michel le prétend, il a peut-être raison, de cancers survenus précocement chez des enfants qui étaient enfants au moment de l'accident, là c'est très possible que ce soit lié à Tchernobyl, oui. Oui, excusez-moi. Dans nos pays en général, en Belgique aussi bien que dans d'autres, en général, les centrales nucléaires ont quand même, dès qu'il y a une approche aux alentours des centrales nucléaires de risque, le gouvernement prévoit évidemment des comprimés d'iode. Oui. Comment se fait-il? On a vu dans votre rapport que le Japon n'avait pas du tout, le gouvernement n'avait, semble-t-il, pas prévu du tout des comprimés de d'iode radioactif dans le cas où il y aurait ce qui s'est produit. Comment se fait-il dans ce cas-là que les grandes sociétés sociales ou bien pour la santé, pour le médical comme l'OMS ou bien comme la FAO ne prévoient pas et n'obligent pas ces pays au gouvernement de ces pays de se prémunir par des comprimés, en ayant des comprimés d'iode? Alors, j'étais pas dans la peau des gouvernants japonais. Je peux leur trouver des excuses dans le sens où ils venaient quand même de subir un tremblement de terre énorme, un tsunami. Il y avait des dizaines de milliers de morts, ou je ne sais pas exactement combien, mais c'était formidable. Des routes détruites, etc. Donc, c'est quand même une circonstance spéciale. Je veux bien leur donner là le bénéfice du doute. Ce n'était pas évident. En plus, c'est un accident qui s'est déroulé d'une manière relativement imprévue et imprévisible. C'est typiquement l'accident qu'on n'avait pas prévu. Et ça a claqué par ici, ça a claqué par là, à différents moments. Il y a eu des explosions d'hydrogène, et puis le vent tournait. Bon, c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas prévoir à l'avance que le réacteur qui a sauté juste avant le 15 mars, je ne sais plus lequel c'était, le 3 je crois, allait justement avoir une explosion à ce moment-là, et que justement à ce moment-là, le vent allait tourner vers les terres et qu'il allait pleuvoir, etc. Donc l'accident était totalement imprévisible, là je veux bien l'admettre. Et distribuer de l'iode en vitesse aux gens, surtout avec des routes détruites par les tremblements de terre, ce n'était pas évident du tout. Question subsidiaire, ne faudrait-il pas, à grande distance des installations, que tout le monde ait de l'iode à la maison? Et ça, c'est un débat qu'on a eu en Belgique aussi. Le Sénat a déjà demandé, il y a combien d'années, 30 ans, après Tchernobyl, je crois, qu'on donne de l'iode beaucoup plus loin des centrales nucléaires. On était à 10 km, on est passé à 20, après beaucoup de discussions. Les ministres n'ont pas voulu aller au-delà de 20 pour ne pas faire peur aux gens. On l'a vu ici que ça va jusqu'à 80. Donc en réalité, bon, c'est un petit peu politique. Pourquoi on ne donne pas de l'iode à tout le monde? On veut se limiter à un cercle relativement réduit, et déjà 20 km par rapport à d'autres pays. En Belgique, on va déjà loin. En Autriche, ils en ont pour tout le monde, ce qui est probablement une meilleure politique. Nous avons une politique un petit peu hypocrite, on dit on en a pour tout le monde, mais pas à la maison. C'est à la maison dans 20 km, et pour les autres, après on les donnera, on les distribuera.
Il faut encore être dans la mesure de les distribuer. Et on a vu au Japon qu'en pratique, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Quelqu'un désire poser une autre question? N'hésitez pas. Oui. Je vais sortir un peu du sujet des catastrophes, mais supposons que la tension internationale s'aggrave et qu'on en arrive à utiliser des armes nucléaires à gauche et à droite. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en Belgique pour faire face à des situations de crise comme celle-là, sachant qu'on a un abri anti-atomique pas loin d'ici et le siège de l'OTAN à Bruxelles? Je ne crois pas qu'il y ait des choses prévues. Ce n'est pas dans les plans d'urgence nucléaire en tout cas. Et en tant que médecin, je signale qu'il y a d'ailleurs un groupe international de médecins contre la guerre nucléaire. Et ils sont tous d'accord que si on en vient là, c'est vraiment la catastrophe des catastrophes et on n'a aucun moyen médical de vraiment faire face à une situation pareille. Parce que Hiroshima-Nagasaki, vous voyez ce que c'est? C'était une bombinette par rapport à ce qu'ils ont maintenant dans leurs arsenaux. C'était rien du tout. Une autre intervention? Moi, j'ai une question. Vous aviez parlé d'un monsieur qui faisait le tour du monde, ou du moins aux États-Unis, en expliquant que le radon avait peut-être un effet bénéfique au niveau protection, et que ce sont seulement les études qui ont suivi qui ont montré évidemment qu'il y avait un lien linéaire avec le taux de cancer et le taux de radon. Mais comment ce monsieur pouvait-il voir un effet bénéfique? Je veux dire, il avait des données. Comment il traitait ces données pour voir ça? C'est vraiment ce qu'on appelle l'épidémiologie géographique, l'épidémiologie des statisticiens ou des matheux. On voit des corrélations et on en tire des causalités. Alors on peut trouver des arguments et dire, par ailleurs, j'ai vu que la consommation de tabac ou les ventes de tabac ici ou là, il avait quelques arguments supplémentaires, mais ça reste quelque chose à la très très grosse louche, qu'on appelle l'épidémiologie géographique. C'est vraiment de la mauvaise épidémiologie et qui se pratique encore malheureusement à droite et à gauche souvent. Ça ne veut rien dire du tout. D'ailleurs, le comptage des leucémies autour des centrales, moi j'y crois pas tellement non plus, parce que si on voit quelque chose, on va dire c'est la centrale. Si on voit rien, on va dire, vous voyez bien, la centrale ça fait du bien. En réalité, on ne peut pas vraiment tirer des conclusions de ce type d'études. Ok, merci. Mais justement, vous me faites penser à quelque chose. On a beaucoup parlé il y a quelques mois d'éventuels problèmes autour de l'IRE du côté de Fleurus. Oui. Vous en savez plus sur... on racontait que le taux justement de maladie était éventuellement supérieur là autour du centre où on prépare les radioéléments. Je pense que les données qui ont été publiées sont que quand on voit la carte des cancers de la thyroïde, il y en a effectivement ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire une petite augmentation autour de l'IRE. Mais par ailleurs, et ça c'est vrai pour d'autres cancers, il n'y a pas seulement des clusters autour de l'IRE, il y a d'autres endroits où il y en a tout autant, sans qu'il y ait par ailleurs de la radioactivité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques cancers de la thyroïde qui ont été causés par l'IRE. Mais ces genres de clusters, pour les leucémies, c'est la même chose. On a pu montrer en Grande-Bretagne qu'il y avait des clusters de leucémie autour de certaines installations, mais qu'il y en avait aussi à des endroits où il n'y avait pas d'installation nucléaire. Ça ne nous renseigne pas sur la cause de ces clusters, ça c'est une autre question. Et ça pourrait être, dans un cas, la centrale, dans un autre, du benzène ou un produit chimique. Ça ne dit pas non plus que ce n'est pas la centrale, mais ce n'est pas une démonstration. Ce n'est pas une démonstration. Ok, merci beaucoup. Toute dernière question à ce sujet. Bonne soirée à toutes et à tous et merci infiniment, monsieur. Merci.